Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Tout de suite, voici les titres. Début aujourd'hui de l'examen du projet de loi sécurité intérieure et terrorisme au Sénat, avec un bras de fer en perspective entre le gouvernement et les sénateurs qui veulent limiter dans le temps les mesures issues de l'état d'urgence. Ce sera l'objet de notre premier débat. Moins d'argent, moins d'élus locaux, mais plus de liberté. Voilà le pacte qu'Emmanuel Macron a proposé aux collectivités hier lors de la conférence des territoires qui s'est tenue au Sénat. On y reviendra dans cette édition. Après l'Assemblée, le Sénat doit se prononcer la semaine prochaine sur les ordonnances voulues par le gouvernement pour réformer le Code du travail. Muriel Pénicaud est auditionnée dans un instant par la Commission des affaires sociales du Sénat et la ministre du Travail affiche son optimisme quant à l'adoption du projet de loi par les sénateurs. Et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, Saveria Rojek dans les tribunes de l'hémicycle et Tam Tranui en salle des conférences. Le multiplex de Sénat 360, c'est tout de suite. Le Sénat commence à discuter aujourd'hui le projet de loi antiterroriste du gouvernement qui souhaite notamment inscrire dans le droit commun certaines dispositions de l'état d'urgence. Mais la commission des lois du Sénat souhaite fortement encadrer certaines mesures et se pose en garante des libertés individuelles. Quentin Calmet. Le Sénat, garant des libertés publiques, c'est cette maxime que la Haute Assemblée entend porter lors de l'examen de ce projet de loi. Le texte vise à faire entrer dans le droit commun des mesures de l'état d'urgence. Principal apport du Sénat, ces mesures seront limitées dans le temps. Ainsi, l'assignation dans une commune, le bracelet électronique et les perquisitions administratives, soit les fouilles et les saisies au domicile, tout cela ne s'appliquera que jusqu'au 31 décembre 2021. Une durée expérimentale d'un peu plus de 4 ans. Autre apport du Sénat, pas plus de 3 pointages au commissariat pour les personnes assignées à ne pas quitter leur commune, là où le gouvernement en propose une par jour. Dans le projet de loi, le ministre de l'Intérieur pouvait obliger une personne à déclarer tous ses numéros d'abonnement et les identifiants de communication électronique. Une disposition supprimée, là aussi au nom des libertés individuelles. Enfin, les sénateurs ont ajouté dans le texte une mission de contrôle tous les ans de l'application de ces mesures avant leur autodestruction en 2021. Et on prend tout de suite la direction de l'hémicycle pour retrouver Saveria Rojek. Alors Saveria, ça y est, l'examen du projet de loi a débuté cet après-midi. Absolument Jérôme, et on vient de l'entendre dans le sujet, c'est un texte profondément modifié qu'examinent en ce moment les sénateurs, un texte modifié j'allais dire dans l'esprit et dans la lettre. Alors concrètement, on l'a entendu dans le sujet, les sénateurs ont limité dans le temps, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2021, les 3 mesures phares du projet, c'est ce qu'ils ont appelé la clause d'autodestruction, l'assignation dans la commune, le bracelet électronique et la perquisition administrative pour le rapporteur du texte, le centriste Michel Mercier, ancien garde des Sceaux. Ces mesures exigent un contrôle parlementaire renforcé avant leur inscription définitive dans le droit commun. Mais ce texte est bien nécessaire. Toutes les questions d'équilibre, c'est ce qu'a tenu à rappeler à l'instant à la tribune le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Un grand ancien qui siégeait sur ces bancs, Victor Hugo, écrivait que tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité. Eh bien, avec ce projet de loi, nous augmentons les libertés par rapport à l'état d'urgence, mais nous assumons pleinement notre responsabilité. Durant les discussions que nous allons avoir, ne cessons jamais d'avoir à l'esprit et l'une et l'autre de ces préoccupations. Voilà, équilibre entre liberté et responsabilité, équilibre entre sauvegarde de l'ordre public et protection des droits. C'est ce qu'ont cherché à faire les sénateurs avec cette version de texte. Y sont-ils parvenus? Le gouvernement va-t-il se satisfaire de ce compromis? Eh bien, réponse lors de l'examen en séance, justement, qui vient tout juste de débuter. Merci beaucoup, Saveria. Nous retrouvons maintenant Tam Tranui en salle des conférences. Tam, vous êtes aux côtés de Philippe Bas, le président Les Républicains de la Commission des lois du Sénat. Oui, Philippe Bas, la Commission des lois a changé substantiellement le projet de loi débattu cet après-midi pour garantir un meilleur équilibre entre liberté et sécurité. Est-ce que le gouvernement était allé trop loin? Nous pensons que oui, même si nous avons décidé d'adopter les mesures fortes du texte, que sont
des versions un petit peu allégées de l'assignation à résidence, des perquisitions administratives ou des périmètres de sécurité dans lesquels on n'entre pas sans accepter un minimum de contrôle. Qu'est-ce qui posait problème pour vous? Nous voulions que ces mesures soient assorties de conditions rigoureuses pour ne limiter qu'au strict nécessaire les restrictions à la liberté. Et puis surtout, nous avons pris tant et tant de mesures contre le terrorisme ces 2 dernières années que nous pensons que l'utilité marginale de mesures supplémentaires reste à démontrer. Et nous avons dit que nous voulions bien, moyennant un certain nombre de précautions, prendre ces mesures supplémentaires, mais à une condition, c'est que ce soit temporairement. Autrement dit, c'est une clause d'autodestruction. Oui, vous les limitez à 2021. Voilà. Ces mesures tomberont d'elles-mêmes en 2021 et dans l'espace de temps qui nous sépare de 2021, nous exigeons du gouvernement qu'il nous donne l'évaluation annuelle de ces mesures. On verra bien si elles ont été utiles ou non. Nous ne sommes pas sûrs qu'elles le seront. Nous voulons bien faire crédit au gouvernement qui a de bonnes raisons de penser que cette menace terroriste reste très grave, mais ce crédit que nous lui faisons est limité et sous notre contrôle et avec des dispositions temporaires qui s'arrêtent dans 4 ans et demi. Est-ce que sur le fond, les procédures d'exception qui existent déjà aujourd'hui, prévues par l'état d'urgence, ont beaucoup été utilisées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ? Elles le sont de moins en moins et ce qui est le plus utile aujourd'hui, c'est finalement cet arsenal pénal que nous avons renforcé. La plupart des mesures des 2 dernières années ont été prises, il faut le savoir, à l'initiative du Sénat. Autrement dit, en matière de lutte contre le terrorisme, nous sommes responsables et vigilants, mais pour autant, nous avons une tradition de défense des libertés et le Sénat s'honore de la respecter. Donc nous cherchons le bon équilibre entre la sécurité et les libertés individuelles. C'est notre marque de fabrique quand nous fabriquons la loi. Vous le dites, donc ces procédures d'exception sont de moins en moins utilisées. Alors est-ce que ce projet de loi du gouvernement, ce n'est pas aussi un projet de loi d'affichage, de communication pour dire qu'on ne lâche rien face au terrorisme, même si on sait que les mesures ne seront pas forcément utiles ? Eh bien, la démonstration de l'utilité, nous l'aurons justement parce que le gouvernement devra nous faire rapport et que ces mesures sont temporaires. Comme nous ne sommes pas sûrs que ces mesures seront extraordinairement utiles par rapport aux dizaines de mesures que nous avons déjà prises, nous sommes spécialement vigilants. Nous savons que pour lutter contre le terrorisme maintenant, c'est surtout affaire de moyens, d'organisation, de mobilisation de la police et de la justice. Et je sais d'ailleurs que la police et la justice, comme la gendarmerie, sont entièrement mobilisées. Et c'est là-dessus qu'il faut faire porter l'effort. Sur les moyens. Quelle est la position du gouvernement vis-à-vis des modifications apportées en commission par le Sénat? On a entendu tout à l'heure Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui disait qu'il fallait prêter beaucoup d'attention à cet équilibre entre justement liberté et sécurité. Nous en discuterons point par point, mais nous sommes, sur des positions extrêmement exigeantes et nous ne sommes pas prêts à transiger sur ces exigences à la fois d'efficacité et de protection des libertés. Le projet de loi serait retoqué au niveau du Conseil constitutionnel sans les modifications que vous apportez selon vous? Je ne l'affirme pas, mais plusieurs de ces dispositions, en effet, posaient un problème constitutionnel. Ce sera au Conseil constitutionnel, s'il est saisi, il le sera par la voie des questions préjudicielles. Oui. Ce sera à lui de le dire, mais en tout cas, le travail que nous faisons vise à rendre plus conforme à la Constitution toutes les dispositions prévues par le gouvernement. Merci beaucoup Philippe Bas d'avoir répondu à mes questions et je vous laisse donc regagner la séance où se poursuit la discussion générale sur ce projet de loi. Merci beaucoup Tam. Toute la journée d'hier s'est tenue la conférence des territoires au Sénat. Emmanuel Macron y a annoncé de nombreuses mesures pour les collectivités, dont 13 milliards d'euros d'économies sur le quinquennat, une somme que les élus locaux ont du mal à digérer après la cure d'austérité du quinquennat précédent. Sandra Cerquera. C'est plus qu'annoncé par le candidat Macron. Un effort de 13 milliards d'euros d'économies d'ici 2022 demandé aux élus. Une diète financière jugée nécessaire par le gouvernement. La mauvaise surprise lorsque ce gouvernement est arrivé aux responsabilités, c'est de voir qu'il y avait 8 milliards de dépenses supplémentaires qui avaient été engagées par le précédent gouvernement. C'est le rapport de la Cour des comptes et ça oblige chacun à faire des efforts supplémentaires. Emmanuel Macron a prévenu, toutes les collectivités qui ne joueront pas le jeu seront sanctionnées.
Et même si toute nouvelle baisse des dotations de l'État est exclue, pour les élus, la pilule est dure à avaler. Manuel Valls, il avait dit 50 milliards d'euros d'économie. Il avait chiffré au nom de l'État 21 milliards. Sauf que ça n'a pas été fait. On a contraint les collectivités à le faire et elles l'ont réalisé. Sauf que l'État, lui, de son côté, ne l'a pas fait. Nous, on a déjà fait des efforts. Depuis 2 ans, moi, j'ai économisé 250 millions d'euros de dotation de fonctionnement. Je ne suis pas sûre que la préfecture de région ait fait la même chose. Autre mesure très contestée, la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers, car elle représente un manque à gagner pour les villes de 8,5 milliards d'euros. Emmanuel Macron a promis une compensation à l'euro près, mais les inquiétudes persistent. Vous ne pouvez pas trouver un élu local de responsable, de sérieux, ayant des difficultés à gérer son budget, qui sera favorable à la suppression d'un impôt qui lui permet d'avoir un lien direct avec ses citoyens, de financer ses services publics. Pour obtenir des garanties, le président du Sénat et les associations d'élus réclament une loi de finances pluriannuelle consacrée aux collectivités. Le chef de l'État qui a également annoncé une réduction du nombre d'élus locaux, à l'image de la réduction du nombre de parlementaires. Une annonce qui a fait réagir le président du Sénat, Gérard Larcher, invité ce matin de BFM TV et RMC. Dans une commune de 150 ou 200 habitants, avoir 11 conseillers municipaux qui mettent la main au quotidien... C'est peut-être pas ceux-là qu'il faut supprimer. Non. Qui mettent la main au quotidien de la commune, où il n'y a même pas d'employés communaux. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt une espèce de filet qui tient la République? Alors je pense que le président de la République réfléchissait aux conseillers départementaux, conseillers régionaux, à l'importance d'un certain nombre de collèges d'élus dans les métropoles. Mais comment fait-on le lien entre communes et métropoles? Tous ces sujets ne sont pas des sujets médiocres. Ils méritent d'être analysés, mais ça ne peut pas se faire uniquement sur un coup de menton ou sur un discours à l'occasion d'une conférence. Il faut regarder les choses très concrètement. La chance de la France, c'est sa trame de 550 000 élus locaux. Autre mesure annoncée par le chef de l'État, une loi d'orientation mobilité à l'automne consacrée au transport du quotidien. Une annonce qui vise à réduire la fracture territoriale entre les grandes villes et le milieu rural. À Saint-Sébastien, dans la Creuse, les habitants, justement, se battent pour conserver leur gare et un service public de qualité. Héloïse Grégoire s'est rendue sur place pour aller à leur rencontre. Reportage. Une vingtaine de personnes empruntent tous les jours cette petite gare de Saint-Sébastien dans la Creuse, en apparence plutôt vide. Désormais avec 3 dessertes depuis Paris au lieu de 4, un guichet ouvert uniquement le jeudi après-midi et des correspondances en moins, les habitants se sentent bien isolés. Mais Saint-Sébastien, commune de 680 habitants, est un peu ce village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Le 1er juillet dernier, plus d'une centaine d'habitants manifestaient pour la survie de leur gare et le maintien d'un agent SNCF au guichet. Combien on voit de personnes, compris des jeunes, qui descendent ici à Saint-Sébastien se croyant en Espagne. Ils ont pris leur billet sur Internet tout seuls et ils se sont plantés et ils arrivent à Saint-Sébastien en Creuse. Sauf que là, c'est un drame pour aller de ça, parce que pour aller de Saint-Sébastien en Creuse à Saint-Sébastien en Espagne, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on se rend compte que quand on retire l'humain, on retire une qualité, on retire un service. On peut faire Paris-Bordeaux en 2h04 et nous, ici, on a des temps de trajet qui montent à 4 heures, voire même 5 heures. C'est le temps de trajet de cette affiche de 1894. L'association de Bertrand Giraud n'entend pas s'arrêter là. Son comité met en place des projets de développement touristique auprès de la gare, avec notamment la construction de chemins de randonnée. Saint-Sébastien étant le point d'entrée de la vallée des peintres impressionnistes, mais difficile de rendre la commune attractive quand le service public peine à remplir son rôle. De vivre correctement dans un milieu rural, c'est une bataille permanente pour pouvoir conserver un certain nombre de choses, les commerces, les services publics, une vie. Ici, on a un problème énorme, c'est que de tout le département, un des plus vieux de France, on n'a pas beaucoup d'emplois pour les jeunes, donc les jeunes ne restent pas, ils s'en vont. Et voilà, c'est un vrai problème d'équilibre économique sur le territoire, quoi. Il faudrait un développement, il faudrait un aménagement du territoire qui n'a plus lieu depuis très longtemps. Le président de la République vient d'annoncer la fin des investissements sur les lignes à grande vitesse au profit des trains du quotidien. Les habitants de Saint-Sébastien seront vigilants face à ces paroles, car leur commune est l'illustration d'une France à 2 vitesses.
Voté la semaine dernière à l'Assemblée, le projet de loi d'habilitation sur les ordonnances concernant la réforme du Code du travail arrive la semaine prochaine dans l'hémicycle du Sénat. La ministre en charge du dossier, Muriel Pénicaud, est présente aujourd'hui au Sénat où elle est auditionnée par la Commission des affaires sociales. Elle se dit confiante sur l'adoption de son projet, un sujet de Samia Dechir. Devant le groupe des marcheurs, la ministre du Travail n'avait pas vraiment besoin de convaincre. Ce matin, Muriel Pénicaud est venue échanger avec les sénateurs de la majorité présidentielle sur le projet de loi travail du gouvernement. Je suis ravie d'arriver au Sénat aujourd'hui et à la Commission des affaires sociales de pouvoir présenter notre texte et d'avoir ce débat avec le Sénat. Je suis sûre que ça sera intéressant et utile et précieux d'avoir l'avis du Sénat. Confiante, la ministre peut a priori compter sur le vote des Républicains au Sénat. On est dans de bonnes dispositions, le texte va dans le bon sens simplement. On veut aller plus loin, on veut faire un certain nombre d'enrichissements que nous discuterons en séance. Mais la position du groupe n'est pas encore arrêtée. Ils suivront le rapporteur du texte, le républicain Alain Milon, qui ne s'est pas encore prononcé. Les socialistes, eux, attendent la semaine prochaine pour définir leur position. Une position qui sera difficile à trancher tant le groupe est divisé. Je ne pense pas pouvoir la voter en l'état, puisque pendant la dernière loi, l'année dernière, on avait pu aussi dire notre inquiétude sur les sujets, et notamment là, celui qui vient en force, c'est la fusion des 3 instances de concertation. Seul groupe à s'opposer clairement au texte pour l'instant, les communistes. Ils dénoncent un passage en force par ordonnance en période de congé. La loi aujourd'hui qui nous est présentée par le président de la République est une loi, on pourrait dire, un peu une nouvelle loi El Khomri XXL en quelque sorte. Donc nous marquerons évidemment notre position et nous allons combattre cette loi comme l'ont fait d'ailleurs nos collègues à l'Assemblée nationale. Le texte sera examiné demain par la Commission des affaires sociales avant d'être débattu en séance la semaine prochaine. Et pour évoquer ces ordonnances, nous retrouvons Tam Tranui en salle des conférences du Sénat. Tam, vous êtes avec Jean-Marc Gabouty, sénateur centriste de la Haute-Vienne. Oui, Jean-Marc Gabouty qui avait été co-rapporteur du projet de loi travail, du projet de loi El Khomri. Alors le projet de loi d'habilitation des ordonnances sera donc débattu la semaine prochaine en séance publique au Sénat après les débats à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes favorable à ce projet de loi ? Sur le principe des ordonnances, on est favorable. C'était le cas d'ailleurs de plusieurs candidats à l'élection présidentielle. Nous avons eu des centaines d'heures de débats l'an dernier en commission et dans l'hémicycle sur ce sujet. On ne va pas refaire ce débat. Par contre, il y a effectivement un certain nombre d'ajustements qui font l'objet du présent projet de loi, mais dans un cadre particulier qui est celui des ordonnances. Il y a des points sur lesquels il faut aller plus loin pour vous. On rappelle que le projet de loi d'habilitation est relativement large pour l'instant. Voilà, alors c'est une habilitation, c'est-à-dire on fixe le cadre, c'est-à-dire les thèmes qui pourront effectivement être abordés. Y a-t-il des thèmes qui manquent ? On n'est pas sur le contenu et sur le détail du contenu, ça fera l'objet des ordonnances elles-mêmes et de la loi de ratification des lois de ratification, puisqu'il y a un engagement du gouvernement à faire une ratification. Donc là, on pourra revenir sur le fond et amender éventuellement sur le fond. Pour l'instant, nous sommes dans le cadre, donc ça va dans la bonne direction. Il y a un certain nombre de sujets sur le contrat de travail, sur l'équilibre entre branches et accords d'entreprise, qui vont effectivement sur les licenciements, sur un certain nombre de procédures qui vont dans la bonne direction. Je trouve personnellement que le cadre est un peu restrictif dans certains domaines. La différenciation pour peut-être les TPE et les PME n'est peut-être pas suffisamment exprimée. C'est évoqué, mais ça me paraît insuffisant. Et puis on ne sent pas non plus de souci de simplification, c'est-à-dire dépoussiérer le Code du travail, y compris la loi El Khomri, d'un certain nombre de dispositions trop bavardes, voire inutiles. Je pense en particulier à la négociation sociale dans le réseau des franchises, qui est quelque chose de totalement ubuesque. Donc là, il manque un volet de simplification qui correspond quand même à une demande des partenaires sociaux en général et des entreprises en particulier. Jean-Luc Mélenchon appelle à un mouvement social fin septembre pour accueillir cette nouvelle loi travail. Croyez-vous qu'il va y avoir ce nouveau tour social à la rentrée prochaine ? Écoutez, moi, j'en sais rien. Ce que je souhaite, c'est que le gouvernement et les parlementaires qui sont favorables à ce projet
fasse œuvre de pédagogie en expliquant qu'il y a effectivement du donnant-donnance, donc il y a des garanties qui sont apportées pour les salariés et de la souplesse et une certaine liberté apportée aux entreprises, mais dans un but d'avoir des accords d'entreprise et d'avoir des accords de branche. Il faudrait peut-être y rajouter quelque chose qui n'est pas dans les ordonnances, mais qui pourrait peut-être être introduit, qui est le partage des résultats des entreprises entre la rémunération du capital et l'intéressement ou la participation. C'est quelque chose qui aurait mérité de figurer dans ces ordonnances. Je ne sais pas si on pourra l'introduire, mais ça me paraît souhaitable parce que s'il y a de meilleurs résultats dans les entreprises, bien entendu, les actionnaires doivent en profiter, mais les salariés aussi. Et je pense que ça serait un signe très positif donné à l'ensemble des salariés et pas spécialement à tel mouvement politique ou à telle organisation syndicale. On a entendu dans le reportage tout à l'heure, les communistes estimaient que cette loi, c'était une loi travail XXL. Mais finalement, eh bien, est-ce que le gouvernement n'a pas réussi là où la loi El Khomri avait raté? Il y a eu une meilleure concertation avec les partenaires sociaux. Pour l'instant, on n'entend pas beaucoup la voix des syndicats s'élever. Je pense que sur la méthode, le gouvernement s'est servi de l'expérience du passé, où effectivement la concertation avait sans doute été insuffisante et a commencé, dès la mise en place du gouvernement, à avoir des contacts avec les partenaires sociaux pour expliquer, pour faire de la pédagogie, pour recueillir leur avis. Et je crois que la méthode est bonne. Alors on verra au niveau du résultat ce qu'il en sera, mais au niveau de la méthode, je crois que le gouvernement s'y est plutôt pas mal pris. Merci beaucoup Jean-Marc Gabouty d'avoir répondu à mes questions. Merci Tam. La polémique ne cesse d'enfler autour de la réduction du budget des armées. Après les critiques du chef d'état-major, le général De Villiers, sèchement recadré par le chef de l'État, les deux hommes doivent se retrouver vendredi pour un entretien. Pour le député Luc Carvounas, invité sur notre antenne, cela pose un problème institutionnel. On l'écoute. Il y a le sujet de la polémique au travers de la diminution de 850 millions d'euros du budget des armées. Ça, c'est un débat politique. Mais moi, je veux porter le débat sur l'aspect institutionnel. En fait, on a quoi? On a le chef d'état-major des armées qui se rend où? À la commission de défense de l'Assemblée nationale, qui est une des commissions permanentes, dans un huis clos avec qui? Les représentants de la nation. Et dans cet échange, et encore heureux, le Parlement, je le rappelle à ceux qui nous regardent, est censé contrôler l'exécutif. Hein. C'est notre rôle. J'ai bien compris que le président de la République souhaiterait être aujourd'hui seul sur tous les leviers de commandement. Mais en France, il y a une chose qui s'appelle la 5e République, les institutions. Et moi, je suis extrêmement inquiet, je vous le dis. Hein. Cela envoie quoi comme message, finalement, pour tous les autres futurs auditionnés à huis clos de la Commission Défense? Que si le ton de l'échange avec les parlementaires censés contrôler l'exécutif ne convient pas au président de la République, c'est peut-être, on va le savoir dans quelques jours, une sorte de limogeage habillé. Et pour évoquer cette réduction du budget des armées, nous retrouvons Tam Tranui en salle des conférences avec Christian Cambon, le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat. Oui, Christian Cambon, votre réaction à cette crise ouverte entre le général De Villiers et Emmanuel Macron, le chef d'état-major des armées, a-t-il manqué de respect au président de la République en parlant de la baisse du budget des armées ? Écoutez, je ne crois pas qu'il ait manqué de respect au président de la République, parce que quand on connaît le général De Villiers, je ne pense franchement que ce n'est pas son genre. En revanche, ce qui est très grave dans cette affaire sur la forme, c'est qu'un haut fonctionnaire, militaire ou civil, qui s'adresse sous forme de communication à une commission de l'Assemblée nationale ou du Sénat, se voit tancé publiquement pour ses propos par le chef de l'État devant ses collaborateurs. Et donc ça pose une véritable question sur le contrôle du Parlement. Un vrai problème institutionnel. Car imaginez maintenant que d'autres fonctionnaires vont venir devant nos commissions. Est-ce qu'ils vont vouloir nous parler le langage de la vérité dont nous avons absolument besoin? Et je ne comprends pas que le président de la République, que je respecte, et qui tout au long de sa campagne a justement demandé le langage de vérité, n'accepte pas que le plus haut gradé des armées défendent ses troupes et disent au pays la vérité devant la représentation nationale. Et quand je dis au pays, ce n'est même pas sur les médias, ce n'est même pas dans une déclaration dans un journal. Il l'a dit devant la commission, comme son devoir est de le faire.
Et ça, c'est un vrai problème. Oui, il a dit devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale. Absolument. Je crois d'ailleurs que vos collègues de l'Assemblée nationale, notamment Luc Carvounas, que l'on a eu ce matin sur l'antenne de Public Sénat, est complètement sur la même ligne que vous. Il craint que cela pose des problèmes sur les futurs témoignages des personnes auditionnées. En tant que nouveau président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, je souhaite moi aussi que les militaires, les civils, les ambassadeurs qui viennent témoigner, expliquer leur action devant la Commission, puissent parler en toute liberté sans devoir craindre une quelconque sanction du gouvernement ou pire encore du président de la République devant leurs propres collaborateurs. Sur le fond, est-ce qu'il y a un problème sur le budget de la défense? Je rappelle que Emmanuel Macron a annoncé que les 850 millions qui étaient liés aux opérations extérieures, désormais seront liés au budget des armées et non pas répartis entre les autres ministères. C'est une décision qui est très grave et qui est lourde de conséquences. Vous savez, on demande tellement à nos armées et on leur donne si peu. On expose au quotidien nos troupes. Bien sûr, c'est leur métier, mais on les expose. Regardez le travail extraordinaire qu'ils font à Raqqa, d'où a été décidé l'attentat du Bataclan, car c'est la sécurité des Français qui est mise en cause derrière tout ça. Regardez ce qu'ils ont fait à Mossoul, ce qu'ils font au Sahel, ce qu'ils avaient fait en Centrafrique. Moyennant quoi, on a un état des troupes, à la fois physique et matériel, excessivement préoccupant. Les troupes sont fatiguées, elles ne subissent plus les entraînements nécessaires pour garantir leur sécurité. Quant au matériel, on en parle à peine. Sur les véhicules de l'avant qu'on a vu défiler magnifiquement aux Champs-Élysées, 1 sur 2 n'est plus en état de fonctionner. Un hélicoptère sur 2 ne peut plus décoller. Nos avions ravitailleurs datent de 50 ans. Qui monterait dans un avion qui date de 50 ans? C'est absolument incroyable. Et donc, nous étions très confiants dans les promesses du président de la République de porter à 2% en 2025 la part des ressources de notre pays pour la défense. Et si on commence par un gel de 850 millions, dont je rappelle qu'il se surajoute à déjà 2,7 milliards qui ont déjà été gelés. C'est-à-dire que c'est 10% du budget de la défense qui est actuellement inemployable. Et donc, c'est une véritable problématique sur laquelle nous allons évidemment nous exprimer avec force. Vous allez vous battre là-dessus avec la Commission de la Défense? Bien évidemment. Merci beaucoup Christian Camp pour d'avoir répondu à mes questions. Merci Tam. Nous retrouvons maintenant Saveria Rojek dans l'hémicycle du Sénat. Vous suivez pour nous le projet de loi sécurité et terrorisme. Alors Saveria, quelles sont les premières mesures discutées dans ce texte? Eh bien, la discussion générale du texte du projet de loi est en train de s'achever juste derrière moi et justement, donc, on va rentrer dans le cœur du sujet. C'est un texte, on l'a dit, profondément modifié que vont examiner les sénateurs, un texte modifié dans l'esprit et dans la lettre. Alors concrètement, les sénateurs ont limité dans le temps, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2021, les 3 mesures phares du projet de loi. C'est ce qu'ils ont appelé d'ailleurs la clause d'autodestruction. Ils ont modifié l'assignation dans la commune, le bracelet électronique et la perquisition administrative. Autre mesure modifiée, autre modification très importante, la disposition qui permet d'obliger une personne à déclarer tous ses numéros d'abonnement et d'identifiant de communication électronique. Eh bien, cette disposition a été supprimée. Pour Michel Mercier, le rapporteur du texte et ancien garde des Sceaux, cette mesure, eh bien, elle portait une forte atteinte aux libertés constitutionnelles, au respect de la vie privée, au secret des correspondances, ainsi qu'au droit de la défense. Et puis, autre modification importante, le bracelet électronique pourra bien être posé, des perquisitions administratives décidées, mais tout cela avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention. Et puis enfin, dernière modification importante, les périmètres de protection autour d'un lieu ou d'un événement soumis à un risque terroriste. Les sénateurs ont voulu circonscrire l'usage de cette mesure qui permet des contrôles ou des fouilles par palpation de personnes se rendant sur ces lieux ou sur des événements. Voilà donc pour les modifications importantes, on le rappelle, qu'ont apporté les sénateurs à ce projet de loi. Merci beaucoup Saveria. Le projet de loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, c'est l'objet de notre premier débat de Sénat 360. Et pour parler de ce projet de loi, j'accueille sur le plateau mes invités. Alain Richard, sénateur La République En Marche du Val d'Oise, bonjour. Bonjour. J'accueille également Jacky Coulon, secrétaire national de l'USM, l'Union syndicale des magistrats. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Et enfin, Hugues Portelli, sénateur Les Républicains du Val d'Oise. Bonjour.
Bonjour messieurs. Alors, le Sénat commence donc l'examen de ce texte, une 10e loi pour lutter contre le terrorisme en 5 ans. Hugues Portelli, il y avait besoin d'adapter le droit face aux nouvelles menaces? Il y avait surtout besoin de savoir s'il fallait sortir ou non de l'état d'urgence. Et c'est vrai que l'état d'urgence est un régime d'exception, même si c'est une loi ordinaire qui le prévoit. Et donc qui a fait l'objet de plusieurs prolongations, et on arrivait au bout du système, y compris pour des raisons qui ne figurent pas dans le projet de loi, c'est qu'on n'a plus les moyens de payer les effectifs de police à faire des heures supplémentaires. Donc voilà, il y a des raisons pratiques, objectives, financières, et puis il y a des raisons aussi juridiques, institutionnelles, qui sont que on ne peut pas prolonger indéfiniment ce régime d'exception, dont je rappelle qu'il a duré déjà depuis plus longtemps que lorsque le général de Gaulle en a fait usage à la fin de la guerre d'Algérie, et au moment de l'article 16. Alain Richard, il fallait inscrire dans le droit commun des mesures de l'état d'urgence? Oui, mais je veux insister sur le fait que ces mesures sont très pratiques et très limitées. C'est-à-dire qu'on entend ici ou là des expressions, disons, très, très bruyantes pour dire c'est un état d'exception, c'est une atteinte aux libertés. Quand on regarde très pratiquement de quoi il s'agit, qu'il s'agisse des zones de sécurité au moment des grands événements, qu'il s'agisse de la possibilité de fermer les lieux de culte, tout ça, ce sont des choses qui sont déjà dans nos pratiques et qui sont mieux encadrées. Donc il reste 2 mesures, celle qui est éventuellement une fouille à domicile lorsqu'il y a suspicion d'un début de mouvement, enfin de préparation d'actions terroristes, et d'autre part, la limitation de mouvement d'une personne, mais beaucoup moins encadrée, beaucoup moins stricte, si vous voulez, que l'assignation en résidence. Je crois que ces mesures sont effectivement nécessaires. Jackie Coulon, une 10e loi en 5 ans pour renforcer le droit français en matière de lutte contre le terrorisme. Est-ce que les magistrats arrivent à suivre la législation? Je dirais que malheureusement, les magistrats ont l'habitude d'avoir une succession de lois, que ce soit dans cette matière-là ou d'une manière générale en matière pénale. On a une inflation législative dans laquelle il est vrai qu'un certain nombre de justiciables ont du mal à se retrouver. Moi, ce que je souligne, c'est que sur la matière qui nous préoccupe, on a eu une loi le 3 juin 2016. Après ce qui s'est passé le 14 juillet 2016, il y a eu une nouvelle loi le 21 juillet 2016. Et puis finalement, sur le plan juridique, on aurait pu penser que l'arsenal juridique dont nous disposions était maintenant suffisant. Et puis, de nouveau, on a ce projet de loi qui vient apporter des mesures nouvelles. Et on peut se demander si... dans 6 mois, on ne va pas proposer encore une nouvelle loi pour aggraver encore les choses, parce que la situation ne va sans doute pas s'améliorer dans les mois qui viennent. Hugues Portelli, le gouvernement voulait introduire de nombreuses mesures de l'état d'urgence. Le Sénat, la commission des lois du Sénat, a souhaité encadrer très fortement ces mesures. Ça allait trop loin, le texte du gouvernement? Écoutez, il y avait 2 problèmes qui se posaient. Le premier problème, il est tout simple. C'est que s'il y a vraiment un risque grave, le gouvernement peut toujours recourir de nouveau à l'état d'urgence. Rien n'empêche. À tout moment, même avec le vote de cette loi, le gouvernement peut décider de recourir à nouveau à l'état d'urgence une fois qu'on se retrouverait dans une situation de ce genre. La deuxième raison, c'est une raison constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a quand même clarifié très clairement les bornes au-delà desquelles on ne pouvait pas aller en matière de mesures restrictives aux libertés. Et il a d'ailleurs censuré lors de l'avant-dernière loi des dispositifs concernant notamment la saisine de matériel informatique. Donc on sait très bien qu'il y a une limite à ne pas franchir. Et si cette limite est franchie par le projet de loi, eh bien il vaut mieux ne pas les laisser figurer. Alain Richard, c'est le Sénat garant des libertés individuelles qui vient un peu freiner les ambitions gouvernementales? Écoutez, il y a des tas de gens qui, sans avoir énormément travaillé sur le sujet, ont envie de raconter cette histoire. Pardonnez-moi, mais on vote des lois. Ce sont des dispositifs juridiques précis, encadrés par des procédures. Quand vous regardez très pratiquement de quoi il s'agit. En ce qui concerne le droit d'accès au domicile d'un individu pour y procéder à des vérifications, éventuellement à des saisies. Le gouvernement a, dès le départ, proposé que cette mesure soit autorisée par un juge judiciaire parce qu'on considère que celle-là est privative de liberté, on contraint la personne chez elle.
Donc il n'y a pas eu de débat avec la Commission sur ce sujet. En revanche, sur la mesure de limitation de mouvement, quand on dit à quelqu'un, vous n'avez pas le droit de vous éloigner de plus de temps de distance et de vous absenter plus de temps de jour par rapport à un lieu donné, on considère que c'est une mesure administrative. Il y a eu débat entre la Commission et le gouvernement qui se sont finalement mis d'accord pour un système de contrôle par le juge administratif, donc qui est un vrai contrôle. Et donc, il n'y a pas eu, je dirais, d'antagonisme majeur. Jackie Coulon, on imagine pour vous, ce contrôle du juge, c'est primordial que la justice ait son mot à dire sur des décisions de privation de liberté, finalement? Ah, tout à fait, dans la mesure où l'article 66 de la Constitution érige l'autorité judiciaire comme gardienne des libertés, et c'est donc l'autorité judiciaire d'autoriser et de contrôler les atteintes aux libertés. Et de notre point de vue, pas seulement les mesures privatives de liberté, mais aussi les mesures qui sont restrictives de liberté dans des circonstances parfois importantes, à tel point que la commission des lois, en ce qui concerne les mesures de surveillance qui ont été énoncées et qui figurent à l'article 3 du projet, la commission a préconisé que le prolongement de ces mesures soit autorisé par un juge judiciaire, ce qui ne figurait pas dans le projet du gouvernement. Nous estimons que l'autorité judiciaire doit non seulement accorder la prolongation de ces mesures, mais aussi le prononcer de ces mesures, dans la mesure où il s'agit de véritables atteintes aux libertés, certes des mesures restrictives de liberté, mais l'autorité judiciaire doit contrôler ces mesures. Alain Richard, les interdictions de séjour ont fortement diminué malgré la prolongation de l'état d'urgence et pourtant, il faut quand même les inscrire dans la loi, même si elles sont de moins en moins utilisées? Oui, parce que malheureusement, les personnes qui peuvent être de nouveau des sources de risque ne seront pas toujours les mêmes, mais qu'il en apparaîtra d'autres. Donc, cette mesure est une mesure, j'y insiste, qui encadre de façon moins stricte, moins serrée, les mouvements de la personne, mais posons-nous la question, comment on prévient, comment on empêche la commission d'actes terroristes? Par du renseignement et par de la surveillance. Mais si on ne se donne pas les moyens de repérer avant la réalisation des actes les préparatifs terroristes, par définition, on crée un risque supplémentaire pour la société. Donc c'est simplement devant ce débat-là qu'on est. Mais il ne faut pas se réfugier dans les facilités. Selon le comité de suivi de l'état d'urgence, qui est composé de parlementaires, ces mesures, elles ont davantage visé des manifestants que des présumés terroristes dans la dernière période. Ça, ce n'est pas exact et ce n'est pas ce qu'a dit le comité de suivi, parce que j'en fais partie et je n'aurais pas accepté une telle formulation. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'au titre, et ça a été accepté par le Conseil d'État, de la prévention de nouveaux risques, on a empêché, par mesure administrative, certaines personnes de participer. Mais ce n'étaient pas de simples manifestants, c'était des gens qui avaient un passé pénal et qui avaient tendance à manifester en balançant des grilles d'arbres sur la police. Ce n'était pas le manifestant ordinaire. Jackie Coulon, le fait que finalement ces mesures, elles ne concernent pas que les présumés terroristes, mais qu'elles puissent toucher d'autres personnes, c'est un peu ce que critiquent d'éminents juristes qui lancent des alertes, notamment par tribune interposée dans les journaux actuellement. Oui, nous estimons que les personnes qui sont concernées par le projet de loi ne sont pas définies suffisamment précisément pour garantir des libertés. Car évidemment, il ne s'agit pas de terroristes avérés, j'allais dire. Pour eux, eh bien, ils sont entre guillemets judiciarisés, ils font l'objet d'une procédure pénale. Les qualifications pénales sont adaptées pour tous les terroristes et ceux qui posent des bombes ou qui aident à ces opérations-là. En fait, parmi les personnes qui sont visées par ces opérations de la nouvelle loi, ce sont des personnes qui sont en relation habituelle avec des personnes qui elles-mêmes font l'apologie du terrorisme ou sont en relation avec des personnes qui professent des thèses favorisant le terrorisme. De plus en plus de personnes pourraient être inquiétées grâce à cette loi? Voilà, j'ai tendance de penser que c'est un peu l'homme qui a vu l'ours et que le champ d'application de cette loi est considérablement élargi par rapport aux personnes qui pourraient être suspectés d'appartenance à des mouvements ou préparer quelque chose. Là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Le cadre est beaucoup plus large. Et dans ce cadre-là, ça me paraît, à moi, à l'Union syndicale des magistrats, et puis à beaucoup de juristes, poser des problèmes par rapport aux libertés.
Hugues Portelli, ça pose des problèmes des questions sur la liberté. En tout cas. Parce que, en fait, quand vous regardez le profil des auteurs d'attentats ces derniers temps, honnêtement, ils ne correspondent pas à la définition canonique du terroriste. Ce ne sont pas des gens qui sont dans des filières, des organisations, etc. Ce sont des personnages qui ont souvent des problèmes psychiatriques non négligeables, qui peuvent, moi j'en ai eu un dans ma propre commune, qui se retrouvent arrêtés parce que tout simplement ils ont commis des actes qui ne sont pas des actes terroristes, mais qui sont des acts criminels, qui se retrouvent en prison, qui rencontrent des terroristes, des djihadistes, et qui en ressortent dans cette mouvance, et que du coup on doit surveiller. Donc il n'y a pas de définition précise du terroriste au départ, puisqu'on se trouve aujourd'hui dans une phase nouvelle de l'histoire de Daesh, notamment, où on labellise des personnes après coup, ou en cours d'attentats. Et donc, du coup, bien, il faut que le législateur s'adapte à ça. Donc, Alain Richard, si on suit le raisonnement d'Hugues Portelli, c'est de plus en plus de personnes qu'il faut surveiller. Et donc, à chaque nouvelle loi, c'est de plus en plus large. Oui, mais là aussi, je pense que vous exagérez pour l'intérêt du débat. Le sujet, tout ça porte sur entre 5 et 8 000 personnes sur 67 millions. Mais, moi, je veux vous ramener devant une vraie question. Faut-il faire de la prévention ou faut-il attendre les actes pour les sanctionner, à votre avis? Quel est le devoir d'un pouvoir démocratique dans une telle situation? Ce n'est pas de prévenir. Et donc si on veut prévenir, il faut, avec les règles du droit, avec des protections de procédure, et elles sont très détaillées, ce qui fait qu'il n'y a pas de désaccord entre le Sénat et le gouvernement, mais il faut avoir des actes de prévention qui ne sont autre chose que la sanction pénale. Il y a quand même un désaccord, la suppression par le Sénat de la transmission des mots de passe électroniques. On considérait que ça allait trop loin dans l'atteinte à la vie privée. Non. La commission des lois... Le projet du gouvernement ne prévoyait pas de toute façon la transmission des mots de passe. Simplement, il demandait, et je pense d'ailleurs qu'il sera rétabli, le signalement des appareils pour des raisons lesquelles de traçabilité, tout simplement. Parce que si vous n'avez pas ça, il faut simplement avoir 15 inspecteurs de police pour faire des filoches, comme on dit, derrière l'intéressé. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne façon d'utiliser de la main-d'œuvre qualifiée et courageuse? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir simplement l'outil pour repérer où se déplace l'intéressé? Mais Hugues Portelli, concrètement, comment ça va se passer? On va demander à ceux qui sont suivis de transmettre leurs coordonnées, ou c'est entre les services que ces identifiants vont circuler? C'est plutôt entre les services. Mais bon, on sait très bien que de toute façon, tout à l'heure on parlait de l'importance du juge judiciaire, mais quand vous regardez ce qui s'est passé depuis maintenant 2 ans en matière de contrôle de l'ensemble de ces mesures par le juge administratif, on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de cas où des perquisitions, des saisines matérielles ont fait l'objet de censure par le juge administratif, et souvent très vite, parce qu'on croit que le juge administratif c'est celui d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, le juge qui intervient dans un référé, il intervient quasiment instantanément. Et donc, il y a eu, à mon avis, la protection des libertés par le juge administratif avec les nouveaux moyens procéduraux qui lui sont donnés est aussi efficace que celle du juge judiciaire. Donc finalement, Jacques Coulon, c'est les magistrats qui vont arbitrer les bonnes ou les mauvaises mesures. À ceci près que le contrôle, pour nous, doit être systématique et a priori, et que seul le contrôle judiciaire est systématique et a priori. Par conséquent, l'exemple qui vient de nous être montré explique précisément la nécessité d'un contrôle du juge. Et le texte tel qu'il avait été présenté au Sénat et qui a beaucoup été amélioré par la commission des lois, ne présentait absolument pas de garantie, et notamment par le recours du juge qui était recours au juge qui était tout à fait insuffisant. Et je salue là le travail de la commission des lois qui a profondément amélioré le texte. Hugues Portelli, la commission des lois empêche aussi peut-être la saisine du Conseil constitutionnel qui aurait pu s'opposer à certaines mesures? On peut toujours saisir le Conseil constitutionnel, hein. Rien ne l'empêche. Il suffit de trouver 60 sénateurs ou 60 députés. Mais je pense qu'en l'état du texte, il est tout à fait conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
On va tout de suite retrouver Tam Tranui en salle des conférences du Sénat puisque la discussion générale vient de se terminer. Et Tam, vous êtes aux côtés du sénateur centriste Jean-Marie Bockel. Oui, Jean-Marie Bockel, le Sénat compte jouer son rôle de garant des libertés publiques dans l'examen de ce projet de loi sur la sécurité intérieure et pour lutter contre le terrorisme. Est-ce que pour vous, l'équilibre n'y était pas pour l'instant ? Vous savez, on est dans un processus évolutif. On a eu ces étapes d'état d'urgence qui étaient nécessaires, qui ont permis aux préfets de mieux faire encore leur travail et aux différents services qui sont chargés de nous renseigner, de nous protéger. Et puis, aujourd'hui, on est dans une autre étape qui est d'avoir un dispositif à la fois de préparation de la sortie de l'état d'urgence et d'être dans une forme de pérennité. Et donc ça suppose, évidemment, d'adapter ce dispositif ordinaire, de droit commun, qui a vocation à ne plus être exceptionnel, mais à une situation qui, elle, reste extrêmement dangereuse en termes de risque d'attentat, donc exceptionnelle par rapport à des temps de paix sur le territoire de notre pays que nous avons pu connaître pendant des décennies. Et donc ça passe forcément par un certain nombre de limitations. Moi, je ne parlerai pas d'atteinte, parce que nous restons très largement, et c'est notre philosophie, c'est celle que nous partageons tous, dans un dispositif de grande liberté. Mais encore une fois, heureusement, on n'a pas eu depuis quelque temps de problèmes graves sur notre territoire. On sait qu'on n'est pas à l'abri. Il ne faudrait pas que certains vieux réflexes prennent le dessus et qu'on ne se donne pas les moyens de lutter contre ce péril et de le prévenir surtout. Est-ce que pour vous, les moyens y sont au niveau de la police, au niveau des services de renseignement aujourd'hui, au-delà du droit? Les moyens se sont améliorés. Depuis les premiers attentats, cette recrudescence d'attentats, mois après mois, les moyens se sont améliorés, adaptés. Il n'y a pas que la dimension quantitative, il y a la dimension également de spécificité des métiers pour faire face. Je pense notamment à la problématique du renseignement, où on arrivait d'une situation qui était quand même pas complètement adaptée à ce nouveau risque. Aujourd'hui, cela va progressivement mieux. Mais encore une fois, les choses ne vont pas stopper demain matin. Donc on va devoir continuer à s'adapter. Donc on est, je dirais, pour une longue période, constamment entre les bonnes réponses et une adaptation à de nouveaux risques, à de nouvelles menaces. Mais au moins, il y a une prise de conscience. Au moins, on ne se repose pas. Je crois que toutes les autorités à tout niveau, et ça vaut aussi pour les parlementaires, sont dans l'idée qu'on doit être en réactivité permanente et avoir en quelque sorte une longueur d'avance par rapport aux risques terroristes. Merci beaucoup, Jean-Marie Bockel, pour votre réaction. Merci, Tam. Jackie Coulon, Jean-Marie Bockel disait c'est une manière d'assurer la pérennité de l'état d'urgence. Donc finalement, c'est bien inscrire dans la durée l'état d'urgence. Et comme ça ne peut pas être indéfini, on le passe dans la loi. Je crois que c'est un constat qui s'impose. Certes, le champ d'application a été restreint au terrorisme, mais avec les réserves que j'évoquais tout à l'heure. Et sinon, on ne peut que constater que c'est l'introduction dans le droit commun de mesures qui relevaient exclusivement de l'état d'urgence jusqu'à maintenant. Alain Richard, la commission des lois du Sénat a aussi prévu une clause d'autodestruction en 2021. Concrètement, ça correspond à quoi? On attend de voir comment c'est utilisé, ces nouveaux moyens? Oui, ça s'est produit à de nombreuses reprises en matière de législation. Et c'est une façon de s'obliger nous-mêmes comme législateurs. D'ailleurs, si vous vous souvenez, c'était aussi un des propos du président de la République dans son discours de la méthode sur la législation à Versailles l'autre jour, c'est de se réinterroger au bout de quelques années pour savoir si une procédure, puisque là ce sont des moyens de vérification, encore une fois, dans un but préventif. Est-ce qu'il y a eu suffisamment de situations dans lesquelles on a vérifié, Gérard Collomb disait tout à l'heure, la perquisition administrative a permis d'empêcher des attentats, a permis de repérer des niveaux de préparatifs juste à temps. Si le risque baisse, si dans 3 ou 4 ans, on considère que la propension à préparer des attentats comme ça a baissé parce que la situation a changé. Ou si, justement, on constate que le risque est maintenu, mais que les outils, visite à domicile et limitation de mouvement, servent à faire obstacle, à faire paralyser un peu les mouvements de préparation d'attentats, on sera sans doute amené à dire on continue.
Hugues Portelli, c'est un garde-fou qu'a voulu la commission des lois du Sénat, justement que l'état d'urgence ne soit pas indéfini. On redécidera à la fin 2021 si on garde certaines des mesures. Ah bon, déjà, l'état d'urgence n'est pas perpétuel, puisqu'on l'arrêtera théoriquement le 1er novembre. Et quand même, ce qu'on arrête, ce sont toute une série de mesures de police administrative qui ne sont pas négligeables en termes de limitation aux libertés. Ce qui reste, c'est un certain nombre de mesures qui sont des mesures, je dirais, de prévention, comme l'a très bien dit Alain Richard tout à l'heure. On les met en vigueur pour 5 ans. Mais bon, c'est une procédure qui est très classique, notamment pour le législateur anglo-saxon. Mais elle n'avait pas été prévue par le gouvernement, cette disposition d'autodestruction. Non, mais il est déjà arrivé que des gouvernements précédents le fassent. Et je me rappelle que du temps de Robert Badinter, on l'avait fait, y compris pour des mesures en matière d'instruction. Hein. On prévoyait ça pour 3-4 ans, et puis après, soit la loi s'éteignait d'elle-même, soit on prenait une mesure de butoir. Il y a même des lois qui ne sont jamais entrées en vigueur, qui ont été votées avec ce genre de procédure, je m'en rappelle. Faute de moyens. Tout à fait. Donc c'est pas nouveau, rien de nouveau. Faute de moyens ou parfois faute de temps entre deux lois, Jackie Coulon, avec ces successions de lois, parfois les mesures n'ont même pas le temps d'être appliquées, qu'elles sont déjà remplacées. Oui, malheureusement, on commence à avoir l'habitude des lois qui finalement n'entrent pas en vigueur parce qu'elles sont abrogées avant d'entrer en vigueur. C'est pas nouveau, effectivement. En 1993, il y avait une loi de ce type-là. Mais ce que je voudrais dire, c'est que cette disposition qui a été introduite par la commission des lois me paraît intéressante parce que elle permet au Parlement d'exercer son contrôle sur l'exécutif. Et ça, c'est l'un des éléments qui régit les règles de la démocratie. Je suis évidemment souvent à parler de la séparation des pouvoirs entre le judiciaire et l'exécutif. Mais il y a aussi le pouvoir législatif qui doit contrôler l'exécutif. Et ça, c'est un moyen de le faire. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Pour prolonger ce sujet, je vous propose d'écouter les meilleurs extraits de la discussion générale qui vient de s'achever sur ce projet de loi, dont l'examen débute donc aujourd'hui au Sénat. Et je vous retrouve juste après. Oui, nous voulons sortir de l'état d'urgence. Mais nous ne pouvons le faire sans adapter notre dispositif de lutte contre le terrorisme. Certes, celui-ci, vous l'avez indiqué largement en commission, s'est déjà beaucoup renforcé dans les dernières années sous l'impulsion du Sénat. Et votre rapport l'indique très largement. 8 textes sont venus renforcer les moyens de l'État pour lutter contre ce fléau. Mais il nous reste encore à prendre des mesures qui sont pour nous essentielles. C'est là l'objet du projet de loi dont nous allons débattre cet après-midi. Car, nous le savons, la menace terroriste est toujours là, prégnante. Et si certains peuvent croire qu'avec la prise de Mossoul, avec la progression des forces anti-djihadistes à Raqqa, le risque d'attentat est désormais moins fort, ils se trompent. Car Daesh reste toujours présent là où les États faillissent. Et les attentats de Manchester ou de Londres ont montré que ceux qui commettent des attentats terroristes en son nom sont capables de frapper partout et à tout moment. Quant à des organisations comme Al-Qaïda, elles ressurgissent, se développent à nouveau au Yémen, au Sahel, sans que l'on puisse exclure qu'elles frappent demain en France. Il y a cette menace-là, télécommandée, et celle plus diffuse, et donc plus difficile à prévenir de ceux que la propagande a fait ou peut faire basculer. Ceux-là peuvent passer à l'action en des temps de plus en plus courts, avec des instruments de plus en plus rudimentaires. La menace est donc plus complexe à détecter. Il faut pouvoir agir plus rapidement, protéger davantage. C'est ce que vise ce projet de loi. Je rappelle que ces périmètres de sécurité permettent à l'autorité administrative de sécuriser des événements, mais aussi des lieux. Et j'aurais aimé
que dans votre texte, vous distinguiez mieux événement et lieu. On peut en effet penser que, par exemple, un périmètre de protection permanent autour des 4 piliers de la Tour Eiffel ne pose pas de vrais problèmes pour ce qui est de question de domicile. Mais s'il s'agit d'une manifestation place Bellecour, grâce à la politique avancée que vous menez en matière de logement social, il y a encore beaucoup de gens qui habitent place Bellecour à Lyon, monsieur le ministre d'État. Donc il faut qu'ils puissent rentrer chez eux. Et vous en conviendrez également. Oui, il n'y a pas un seul logement social place Bellecour pour ceux qui connaissent. Enfin, ça viendra un jour ou l'autre. Donc on ne va pas chicaner sur si peu. Moi, je veux donc vous dire que sur ce point qui est très important, nous sommes d'accord pour dire que même si on rentre chez soi, on peut ouvrir son sac. Ça ne pose pas de problème. Mais on ne doit pas être empêché de rentrer chez soi. Dans combien de nos communes avons-nous dû organiser le 14 juillet avec des contrôles accrus par rapport à ceux des périodes antérieures et avec un support légal un peu fragile, organiser des limitations d'accès aux zones de spectacle et des fouilles de sacs sur instruction de nos préfets, avec un petit risque d'irrégularité. Qui peut prétendre que c'est une atteinte aux libertés? Qui ne voit que c'est en réalité le moyen de concilier la liberté et l'initiative culturelle festive, la vie sociale, avec l'exigence de la prévention du terrorisme. De même, la fermeture des lieux de culte. Je rappelle, pour ceux qui ont quelque appétence historique, que la loi de 1905 prévoit, depuis son origine, dans son article 35, des sanctions pénales contre l'atteinte à l'ordre public prononcée dans l'exercice du culte. En revanche, la sanction administrative, la possibilité d'interrompre, elle existe dans la jurisprudence du Conseil d'État depuis l'arrêt Benjamin de 1933. Simplement, par rapport au droit commun de la police administrative, le dispositif qui est proposé ici présente l'avantage d'agir dans un moment, dans un pas de temps le plus réduit possible et en même temps d'assurer les droits de la défense par rapport à l'association cultuelle ou à l'officiant qui serait mis en cause. Cela fait presque 2 ans que nous sommes sous le régime de l'état d'urgence et bon nombre de mesures permises par cet état d'exception n'ont pas été prises. Je pense par exemple à la fermeture immédiate de la centaine de mosquées radicales. En outre, un certain nombre de mesures efficaces pour limiter le risque terroriste ne sont pas mises en œuvre et pourtant vous n'êtes nullement limité par le droit existant. Expulsion des étrangers fichés S, condamnation des Français coupables d'intelligence avec l'ennemi, plan de désarmement des banlieues, mais aussi renforcement des moyens humains et techniques des forces de sécurité, mesures qui, si j'ai bien suivi l'actualité, ne sont pas vraiment d'actualité précisément. C'est ainsi d'ailleurs qu'à Fréjus, comme je crois dans beaucoup d'autres villes, la police ne pourra plus faire appel à ses réservistes. Il faut dire que pour vous, la sécurité des Français passe après le respect de la règle des 3% imposée par l'Union européenne. Alors oui, nous pensons que l'arsenal législatif est déjà bien suffisant pour commencer vraiment à mener une véritable lutte contre le terrorisme islamiste qui menace notre pays. Mais pour ça, il faut du courage politique qui ne se limite pas à dire « je suis le chef, faites-moi confiance ». La confiance, ça se mérite et pour cela, plutôt que des paroles, on attend des actes. Et si j'en crois le grand nombre d'actes délictueux commis à l'occasion du 14 juillet et le faible nombre d'interpellations, les délinquants en tout genre ont de beaux jours devant eux. Et comment ne pas citer ici ce texte signé par plus de 500 universitaires, chercheurs, juristes, politiciens, sociologues qui affirment que les mesures contenues dans ce projet de loi sont dangereuses et font peser des menaces sur notre état de droit. Lors de son intervention devant le Parlement réuni en congrès le 3 juillet dernier, Emmanuel Macron affirmait « Le code pénal, tel qu'il est, les pouvoirs des magistrats, tels qu'ils sont, peuvent, si le système est bien ordonné, bien organisé, nous permettre d'anéantir nos adversaires. Donner en revanche à l'administration des pouvoirs illimités sur la vie des personnes sans aucune discrimination n'a aucun sens, ni en termes de principe, ni en termes d'efficacité. » Fin de citation. J'oserais dire que nous sommes d'accord avec lui, mais hélas, tout ce qu'il nous propose aujourd'hui avec un tel texte est l'exact opposé de ce qu'il semblait dénoncer il y a quelques jours. Face à des jeunes qui sont tangents, si vous défoncez leur porte à 4 heures du matin,
que vous les assignez à résidence ou ici à commune pendant 3 mois, ce qui a pour conséquence que certains perdent leur boulot. Expliquez-moi en quoi ils sont moins dangereux ensuite. Tout homme sensé comprend qu'on attise le feu avec de telles méthodes. On tape n'importe qui, n'importe comment. Ce n'est pas moi qui dis cela, c'est le désormais très médiatique Marc Trévidic, ancien juge antiterroriste. Il est 17h30, pardon, tout de suite, le rappel des titres. Plus de liberté en échange d'autonomie, c'est le pacte proposé par Emmanuel Macron aux collectivités. Il leur faudra réduire leurs dépenses pendant ce quinquennat et le nombre d'élus locaux doit lui aussi diminuer. Autre coupe, celle effectuée sur le budget dédié à l'égalité hommes-femmes. Associations et élus craignent une diminution des associations œuvrant pour le droit des femmes. L'ancienne ministre des Familles, Laurence Rossignol, lance un cri d'alarme. Elle sera notre invitée dans un instant. Le Sénat débat à partir d'aujourd'hui du projet de loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme. Le gouvernement veut faire entrer dans le droit commun des mesures de l'état d'urgence, mais les sénateurs se posent en garant des libertés individuelles et veulent en limiter leur portée. Et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, Saveria Rojek est dans les tribunes de l'hémicycle. Le multiplex, c'est tout de suite. Voté la semaine dernière à l'Assemblée, le projet de loi d'habilitation sur les ordonnances concernant la réforme du Code du travail arrive la semaine prochaine dans l'hémicycle du Sénat. Muriel Pénicaud, en charge du dossier, est actuellement auditionnée par la Commission des lois du Sénat, Commission des affaires sociales du Sénat, la ministre du Travail confiante dans l'adoption de son projet de loi, un sujet de Samia Dechir. Devant le groupe des marcheurs, la ministre du Travail n'avait pas vraiment besoin de convaincre. Ce matin, Muriel Pénicaud est venue échanger avec les sénateurs de la majorité présidentielle sur le projet de loi travail du gouvernement. Je suis ravie d'arriver au Sénat aujourd'hui et à la Commission des affaires sociales de pouvoir présenter notre texte et d'avoir ce débat avec le Sénat. Je suis sûre que ça sera intéressant et utile et précieux d'avoir l'avis du Sénat. Confiante, la ministre peut a priori compter sur le vote des Républicains au Sénat. On est dans de bonnes dispositions, le texte va dans le bon sens simplement. On veut aller plus loin, on veut faire un certain nombre d'enrichissements que nous discuterons en séance. Mais la position du groupe n'est pas encore arrêtée. Ils suivront le rapporteur du texte, le républicain Alain Milon, qui ne s'est pas encore prononcé. Les socialistes, eux, attendent la semaine prochaine pour définir leur position. Une position qui sera difficile à trancher tant le groupe est divisé. Je ne pense pas pouvoir la voter en l'état, puisque pendant la dernière loi, l'année dernière, on avait pu aussi dire notre inquiétude sur les sujets, et notamment là, celui qui vient en force, c'est la fusion des 3 instances de concertation. Seul groupe à s'opposer clairement au texte pour l'instant, les communistes. Ils dénoncent un passage en force par ordonnance en période de congé. La loi aujourd'hui qui nous est présentée par le président de la République est une loi, on pourrait dire, un peu une nouvelle loi El Khomri XXL en quelque sorte. Donc nous marquerons évidemment notre position et nous allons combattre cette loi comme l'ont fait d'ailleurs nos collègues à l'Assemblée nationale. Le texte sera examiné demain par la Commission des affaires sociales avant d'être débattu en séance la semaine prochaine. La recomposition du paysage politique a redistribué les cartes en matière de représentation nationale, mais aussi en matière financière, avec de lourdes conséquences sur les comptes en banque des partis. Le financement étant attaché au score législatif et au nombre d'élus, les partis traditionnels se préparent à souffrir. Les explications de Mounir Soussi. Et si le Parti socialiste quittait la rue de Solferino? L'hypothèse n'est plus taboue pour la nouvelle direction. Une vente de l'immeuble pourrait rapporter 53 millions d'euros. Une manne bienvenue après la déroute électorale et la chute du financement public. Le parti va devoir vivre avec 18 millions d'euros en moins chaque année. Mais avant de penser aux finances, le mouvement a d'autres chantiers. Le vrai sujet, c'est un sujet politique. C'est quelles sont les idées qu'on porte. Qu'est-ce qu'on apporte dans le débat public, comment on fait entendre une voix. La cession du siège Solferino, ça me paraît très accessoire par rapport à tout ça. Alors s'il faut le faire, faisons-le. Enfin, on construit. Si l'avenir du socialisme, c'est l'immobilier et c'est le Solferino, alors il faut fermer tout de suite la boutique. Dans cet horizon sinistré, le PS peut s'appuyer sur son absence de dette pour rebondir, un luxe que ne possèdent pas les Républicains. Le parti doit 55 millions d'euros à ses créanciers et va lui aussi voir ses subventions baisser de 5 millions d'euros par an.
Pour autant, les cadres voient l'avenir sereinement. Pour les années qui viennent, nous sommes dans une situation qui est saine, quand bien même les moyens aient été réduits, bien évidemment. Mais cela nécessitera, comme dans n'importe quelle entreprise, de faire des efforts. Ils seront faits, j'ai pas de doute. En revanche, il faut tout faire pour éviter devant le siège. Ce serait vraiment, je pense, de mauvaise gestion pour le coup. La République En Marche réalise la bonne opération de cette séquence électorale. Inexistant il y a 1 an et demi, le parti du président va recevoir 100 millions d'euros sur le quinquennat. Ce succès rejaillit sur ses alliés du MoDem. Le parti de François Bayrou tire son épingle du jeu. L'émergence de la France insoumise a un impact sur les comptes du parti de Jean-Luc Mélenchon. Sa formation va recevoir près de 20 millions d'euros dans les 5 prochaines années. Le Front National, qui avait eu des difficultés à emprunter pour financer sa campagne, est toujours dans une situation inconfortable et mise sur son emprunt patriotique pour renflouer ses caisses. La polémique ne cesse d'enfler autour de la réduction du budget des armées. Après les critiques du chef d'état-major, le général De Villiers, sèchement recadré par le chef de l'État, les deux hommes doivent se retrouver vendredi pour un entretien. Pour le député Luc Carvounas, invité sur notre antenne, cela pose un problème institutionnel. On l'écoute. Il y a le sujet de la polémique au travers de la diminution de 850 millions d'euros du budget des armées. Ça, c'est un débat politique. Mais moi, je veux porter le débat sur l'aspect institutionnel. En fait, on a quoi? On a le chef d'état-major des armées qui se rend où? À la commission de défense de l'Assemblée nationale, qui est une des commissions permanentes, dans un huis clos avec qui? Les représentants de la nation. Et dans cet échange, et encore heureux, le Parlement, je le rappelle à ceux qui nous regardent, est censé contrôler l'exécutif. Hein. C'est notre rôle. J'ai bien compris que le président de la République souhaiterait être aujourd'hui seul sur tous les leviers de commandement. Mais en France, il y a une chose qui s'appelle la Ve République, les institutions. Et moi, je suis extrêmement inquiet, je vous le dis. Hein. Cela envoie quoi comme message, finalement, pour tous les autres futurs auditionnés à huis clos de la Commission Défense? Que si le ton de l'échange avec les parlementaires censés contrôler l'exécutif ne convient pas au président de la République, c'est peut-être, on va le savoir dans quelques jours, une sorte de limogeage habillé. Après la réduction du budget des armées, celui consacré au secrétariat à l'égalité hommes-femmes, des associations luttant contre les violences faites aux femmes pourraient voir leurs subventions diminuer, s'inquiètent certains. Les explications de Cécile Sixou. Tout a commencé avec une promesse de campagne non tenue. Au lieu d'un ministère plein et entier, le droit des femmes a hérité d'un secrétariat d'État. Second coup dur pour l'égalité homme-femme, il y aura moins d'argent. De 30 millions d'euros en 2016, le budget pourrait passer à 20 millions d'euros selon les associations. Mais le gouvernement dément ce chiffre. Nous attendions une augmentation des crédits, bien évidemment, si on écoutait les annonces de renforcement des politiques de lutte contre les violences faites aux femmes, nous faisait penser qu'effectivement, nous pourrions avoir plutôt des soutiens à la hausse. C'est le petit budget de l'État, donc effectivement, couper, ça veut dire le faire quasiment disparaître. Le budget des droits des femmes ne représente en effet que 0,05% du budget global de l'État. Mais pour Michèle André, l'ancienne présidente de la délégation aux droits des femmes, ce coup de rabot est nécessaire. Il y a un effort, il faut le faire. Moi, je pense qu'il est important que le gouvernement français soit dans les clous du déficit acceptable. Les femmes savent faire souvent avec peu. Je pense qu'elles auront, hélas, peut-être l'occasion de se reconfronter à ces sujets-là. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État aux droits des femmes, sera auditionnée jeudi au Sénat. Elle devrait donner plus de précisions sur les coupes budgétaires envisagées par le gouvernement. Cette inquiétude sur la réduction du budget dédié aux droits des femmes, c'est notre face-à-face du jour. Tam Tra Nuit interroge Laurence Rossignol, sénatrice du Val d'Oise et ancienne ministre des Familles sous le précédent quinquennat. Pardonnez-moi. Laurence Rossignol, sénatrice de l'Oise. Voilà. Alors, Laurence Rossignol, vous avez alerté, vous craignez la baisse du budget du secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes. Mais d'abord, je voudrais votre réaction au reportage que l'on a entendu à l'instant. La déclaration de Michèle André, qui a été présidente de la délégation aux droits des femmes au Sénat, qui a été la première à être à la tête d'un secrétariat d'État aux droits des femmes en 1988. Elle dit, vous l'avez entendu, les femmes peuvent faire beaucoup avec peu. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, moi, j'ai écrit effectivement au Premier ministre pour l'alerter, parce que de manière préventive.
parce que c'est quasiment un réflexe pour moi. À chaque année budgétaire, je m'inquiète du budget des droits des femmes. Les femmes peuvent faire beaucoup avec peu, elles font déjà beaucoup avec peu. J'ai été ministre des droits des femmes. Avec déjà trop peu? Avec, bien entendu, c'est un petit budget. Alors certes, et la secrétaire d'État Marlène Schiappa a raison de le rappeler, il y a une partie des actions en faveur de l'égalité ou des droits des femmes qui sont portées par d'autres ministères. Donc il y a une transversalité qui augmente un peu les moyens qui y sont consacrés. La difficulté en ce qui concerne les droits des femmes, c'est que, et ce budget, c'est d'abord que les associations sont les véritables opérateurs des politiques publiques, parce que ce sont elles qui font le travail que nous impulsons au niveau gouvernemental ou parlementaire. Donc elles ont besoin de moyens, et surtout la difficulté vient du fait que plus nous sensibilisons sur l'égalité femmes-hommes, plus nous sensibilisons sur les discriminations, plus nous sensibilisons sur la lutte contre les violences faites aux femmes, plus nombreuses sont les femmes qui recourent à des aides, de l'accès aux droits, du besoin de logement, et donc ont besoin de l'action des associations. C'est-à-dire que c'est un secteur, les droits des femmes, dans lesquels, d'un certain point de vue, ce que j'ai fait, ce que Marlène Schiappa continue de faire, qui consiste à dire aux femmes, vous avez des droits, défendez-vous, ne vous laissez pas frapper, abuser ou humilier. À chaque fois qu'on dit ça, on provoque du recours aux associations, et donc la demande est importante, et elle est toujours plus élevée. C'est le résultat positif de ce que nous voulons faire, et les associations ont du mal à suivre. Quand moi-même j'étais ministre, j'avais tout à fait conscience du fait que le budget était vraiment très ric-rac. Voilà. D'ailleurs, vous avez déclaré il y a quelques mois, le jour où l'égalité femmes-hommes sera érigée en priorité égale à l'équilibre budgétaire, on aura fait un grand pas. Eh bien, d'évidence, ce jour-là n'est pas arrivé. Écoutez, pour le moment... Parce que ce qu'on demande pour l'instant, c'est de participer à l'effort, la baisse de la dépense publique à hauteur de 80 milliards d'euros. Et le ministère du droit des femmes, enfin, le secrétariat d'État doit y participer comme tout le monde, dit le gouvernement. Oui, et c'est pour ça que j'ai jugé utile d'alerter le Premier ministre. D'abord parce que ce Premier ministre a voulu que le secrétariat d'État aux droits des femmes lui soit rattaché. Ce qui signifie qu'il C'était un acte fort au départ. C'est un acte fort que moi j'ai salué, parce qu'effectivement, c'est une option qui n'avait encore pas été essayée. Un secrétariat d'État auprès du Premier ministre, ça implique plus de transversalité, plus de mobilisation des autres ministères. Ça compensait que ce ne soit pas un ministère plein et entier pour vous? Oui, moi je fétichise pas les formules. Ce qui compte, c'est les résultats, et il peut y avoir des résultats aussi avec un fort engagement du Premier ministre. Donc je sais bien la difficulté dans laquelle est le gouvernement. Il y a des économies à faire. Elles sont jugées nécessaires au regard d'un certain nombre de critères d'équilibre des finances publiques. Mais je dis simplement, le budget des droits des femmes est déjà un tout petit budget. 0,5%, 0,05% du budget de l'État. Oui. À peine 30 millions d'euros. On peut pas appliquer à ce budget le même ratio que celui qu'on applique aux autres budgets. Je sais aussi la difficulté, c'est que tous les ministres viennent dire, mais moi, c'est essentiel, c'est prioritaire ce que je fais. Probablement, c'est vrai. On voit la polémique sur la défense actuellement. Tout le monde défend son Mais je dis ça, ce que j'ai voulu dire au Premier ministre, c'est d'abord, vous avez voulu porter vous-même, ou avec une secrétaire d'État à vos côtés, les droits des femmes. Donc c'est le moment aussi peut-être de dire aux autres ministres, mais cette priorité politique, on l'incarne comme ça, par une moindre affectation des économies sur le budget des droits des femmes. Et puis surtout, c'est que le gouvernement cherche 4,5 milliards d'euros, si j'ai bien compris. Les quelques économies qu'il peut faire sur le budget des droits des femmes, c'est rien du tout, c'est epsilon dans le volume des économies recherchées. En revanche, sur un aussi petit budget, c'est une somme importante. Donc, je crois que le gouvernement peut sans difficulté assumer l'idée de dire, le budget des droits des femmes, on ne peut pas descendre en dessous. Mais je le fais. Alors je fais tout ça avec beaucoup de bienveillance, et j'entends ce que Marlène Schiappa, la secrétaire d'État, a dit. Elle a dit que les associations ne seraient pas déstabilisées par ces économies, probablement pour avoir... Elle a dit qu'elle sanctuarisait les associations qui s'occupaient de l'accueil des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Sexuelles, donc c'est toute la lutte contre les violences. Je pense qu'il y a aussi tout ce qui est l'accès à l'IVG, à la contraception. En fait, tout est important. Le problème, c'est que tout est important. Oui. Donc c'est important, mais c'est bien déjà qu'elle ait dit ce qu'elle sanctuarisait. Et surtout, moi, j'ai cru comprendre qu'elle s'était engagée à ne pas déstabiliser. Il y a aussi le harcèlement, vous l'avez dit, l'égalité salariale, l'IVG, tout va ensemble en matière d'inégalité et de discrimination à l'encontre des femmes. Bon, Marlène Schiappa a dit ça. Je crois qu'il faut lui faire confiance. Vous avez travaillé avec elle, vous avez de la bienveillance à l'égard de son action. Mais j'ai plus que de la bienveillance, c'est-à-dire que c'est une ministre
c'est une ministre engagée, elle est féministe, elle a plein d'idées, elle ouvre plein de chantiers. Je pense qu'il faut l'aider à réussir tout ce qu'elle a engagé. Et ce n'est pas un bras de fer avec elle. Moi, je ne souhaite pas que dans cette discussion budgétaire, par ailleurs, je dis simplement que moi, je suis parlementaire. En bout du compte, c'est moi qui vais voter. Je vais voter le budget. Je vais voter le budget. Je suis dans mon rôle quand je défends un juste niveau d'économie sur le budget des droits des femmes. Et pour qu'il soit juste, il faut qu'il soit vraiment très très faible, ce niveau d'économie, croyez-moi. Et je pense que pour elle, il ne s'agit pas d'ouvrir un conflit avec elle. Elle est dans une position que je connais bien, qui est la position des ministres au moment où il y a les discussions avec Bercy. Je pense que c'est plutôt un soutien à ce qu'elle a engagé, un soutien à ce qu'elle fait, et aussi pour que son mandat ne soit pas perturbé par des affaires budgétaires. Il y a tant à faire en matière d'égalité. Avec Marlène Schiappa, mais est-ce que vous n'avez pas la sensation qu'Emmanuel Macron a été beaucoup plus féministe pendant sa campagne que pendant les premiers pas de son quinquennat? Il n'y a pas de première ministre, il n'y a pas de ministère plein et entier, même si vous pensez que ça peut être peut-être compensé par ce secrétariat d'État auprès du Premier ministre. Il n'y a pas eu un certain nombre de gestes que l'on attendait de sa part. Écoutez, une des raisons pour lesquelles Marlène Schiappa est légitime, c'est que c'est elle qui a porté dans la campagne En Marche, que je regardais, que je suivais sur les réseaux sociaux et dans les médias, c'est elle qui a porté la dimension égalité femmes-hommes et droits des femmes. Et donc elle l'a bien porté, elle l'a fait porter par le président de la République. Arrivera-t-elle à porter ce combat au sein du gouvernement avec tant d'autres priorités? Elle ne peut pas le porter seule. Elle a besoin aussi de la société civile. On a la chance en matière de droits des femmes d'avoir une société civile qui est mobilisée. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de femmes féministes qui sont dans une grande attente aujourd'hui. Donc pour elle, la société civile est un point d'appui. Mais c'est un point d'appui aussi pour le gouvernement. Elle ne va pas pouvoir porter ça toute seule. Ce qui compte, c'est que le Premier ministre le fasse porter par l'ensemble du gouvernement et que cette affaire d'économie ne viennent pas affecter la confiance que les femmes ont mise dans le gouvernement, cette confiance demandant par ailleurs à être régulièrement confortée par des faits et des preuves. Il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour, il n'y a pas de féminisme, il y a que des preuves de féminisme. Alors on va parler peut-être de preuves de féminisme. Votre commentaire sur cette proposition concernant le futur service militaire et civil, il y aura une journée qui sera consacrée à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les stéréotypes, etc. Est-ce que c'est gadget ou est-ce que c'est déjà un début pour vous? Non, c'est bien. Se saisir de toutes les occasions dans lesquelles les jeunes sont rassemblés. Une journée, c'est peu quand même. Oui, enfin, le service civil en question, il n'est pas supposé durer un an non plus, il va durer un mois. 30 jours. Voilà, 30 jours. Une journée consacrée à l'égalité femmes-hommes, c'est bien. Surtout si dans les 29 autres journées, les comportements sont adéquats et correspondent à ce qui a été expliqué dans une journée. C'est ça qui compte aussi. Il ne s'agit pas de faire une journée sur l'égalité femmes-hommes et puis après de se comporter de manière contraire à ce qu'on a affirmé. Donc si ça irrigue ce service civil d'un mois, c'est une bonne proposition. J'attends par ailleurs de voir comment il va se mettre en place et quand il va se mettre en place. Voilà. Mais déjà, elle a bien fait de préempter une journée sur ce service civil. Une dernière question d'actualité. Le 12 juillet, le 3e rapport sur les inégalités entre les deux sexes dans les services publics a montré qu'il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir. Il y a toujours ce plafond de verre pour les femmes, pour qu'elles puissent accéder au plus haut poste. Et puis il y a toujours le problème de la rémunération. Il y a des écarts énormes. Par exemple, dans les cadres de la fonction publique hospitalière, une différence en moyenne de 1 300 € entre un homme et une femme parmi les fonctions de cadre. Un excellent rapport parlementaire avait été fait il y a quelques mois, quand j'étais encore au gouvernement, qui révélait qu'en fait, les inégalités salariales et les inégalités professionnelles n'étaient pas très différentes dans la fonction publique que dans le secteur privé. Et la question qu'on s'était posée, c'était comment les rattraper. Pour les rattraper, il faut y mettre de l'argent. Voilà, il faut mettre de l'argent public. Et c'est d'ailleurs une des difficultés dans lesquelles on est aujourd'hui, c'est comment peut-on tout à la fois réduire les dépenses publiques et en particulier la masse salariale dans la fonction publique et en même temps faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Mais c'est important de savoir que le secteur public ne fait pas mieux que le secteur privé. Mais nous avons aussi, il y a là des mécanismes que l'on peut démonter dès le départ. C'est-à-dire que la manière dont les carrières progressent, en particulier chez les hauts fonctionnaires, dans le public, est révélatrice de la même misogynie que celle que l'on rencontre dans certains autres secteurs de la société. C'est un beau chantier aussi, celui-là. Oui, la boucle est bouclée. On voit donc comment les questions budgétaires sont aussi liées aux questions égalité femmes-hommes. Merci beaucoup, Laurence Rossignol, d'avoir répondu à mes questions.
Merci Tam Tranui et merci Laurence Rossignol, sénatrice de l'Oise. Merci. Le Sénat commence à discuter aujourd'hui du projet de loi antiterroriste du gouvernement qui souhaite notamment inscrire dans le droit commun certaines dispositions de l'état d'urgence. Mais la commission des lois du Sénat souhaite fortement encadrer certaines mesures et se pose en garante des libertés individuelles. Quentin Calmet. Le Sénat, garant des libertés publiques, c'est cette maxime que la Haute Assemblée entend porter lors de l'examen de ce projet de loi. Le texte vise à faire entrer dans le droit commun des mesures de l'état d'urgence. Principal apport du Sénat, ces mesures seront limitées dans le temps. Ainsi, l'assignation dans une commune, le bracelet électronique et les perquisitions administratives, soit les fouilles et les saisies au domicile, tout cela ne s'appliquera que jusqu'au 31 décembre 2021. Une durée expérimentale d'un peu plus de 4 ans. Autre apport du Sénat, pas plus de 3 pointages au commissariat pour les personnes assignées à ne pas quitter leur commune, là où le gouvernement en propose une par jour. Dans le projet de loi, le ministre de l'Intérieur pouvait obliger une personne à déclarer tous ses numéros d'abonnement et les identifiants de communication électronique. Une disposition supprimée, là aussi au nom des libertés individuelles. Enfin, les sénateurs ont ajouté dans le texte une mission de contrôle tous les ans de l'application de ces mesures avant leur autodestruction en 2021. Nous retrouvons maintenant Saveria Rojek dans l'hémicycle du Sénat. Alors Saveria, les débats ont donc commencé cet après-midi. Où en est-on de la discussion ? Absolument, Jérôme, ça y est, les débats ont commencé, la discussion générale est finie et les sénateurs ont donc commencé, ils sont en plein examen de l'article 1. Alors l'article 1, ce sont les fameux périmètres de protection autour d'un lieu ou d'un événement qui sont soumis à un risque terroriste. Les sénateurs ont profondément modifié cet article 1. Ils ont limité l'usage de cette mesure qui permet des contrôles et des fouilles par palpation de personnes se rendant sur ces lieux ou sur ces événements. Et puis, autre modification très importante des sénateurs. Ils ont limité dans le temps les 3 mesures phares du texte. Ils ont limité jusqu'au 31 décembre 2021. Ces mesures, c'est ce qu'ils ont appelé la clause d'autodestruction, l'assignation dans la commune, le bracelet électronique et la perquisition administrative. Pour le rapporteur du texte, l'ancien garde des Sceaux centriste Michel Mercier, ces mesures, elles exigent un contrôle parlementaire renforcé avant leur inscription définitive dans le droit commun. Les sénateurs, on le voit de façon générale sur ce texte, ont donc cherché un équilibre entre sauvegarde de l'ordre public et protection des droits et des libertés. Y sont-ils parvenus ? Le gouvernement va-t-il se satisfaire de ce compromis ? Eh bien, pour le moment, Jérôme, force est de constater que le gouvernement cherche plutôt à revenir à sa version initiale du projet de loi. Merci beaucoup, Saveria. Emmanuel Macron était hier au Sénat pour la conférence des territoires. Le président de la République a promis plus de liberté aux collectivités en échange de 13 milliards d'euros d'économies sur le quinquennat. Une addition qui a du mal à passer chez les principaux intéressés. Sandra Cerquera. C'est plus qu'annoncé par le candidat Macron. Un effort de 13 milliards d'euros d'économies d'ici 2022 demandé aux élus. Une diète financière jugée nécessaire par le gouvernement. La mauvaise surprise lorsque ce gouvernement est arrivé aux responsabilités, c'est de voir qu'il y avait 8 milliards de dépenses supplémentaires qui avaient été engagées par le précédent gouvernement. C'est le rapport de la Cour des comptes et ça oblige chacun à faire des efforts supplémentaires. Emmanuel Macron a prévenu, toutes les collectivités qui ne joueront pas le jeu seront sanctionnées. Et même si toute nouvelle baisse des dotations de l'État est exclue, pour les élus, la pilule est dure à avaler. Manuel Valls, il avait dit 50 milliards d'euros d'économie. Il avait chiffré au nom de l'État 21 milliards. Sauf que ça n'a pas été fait. On a contraint les collectivités à le faire et elles l'ont réalisé. Sauf que l'État, lui, de son côté, ne l'a pas fait. Nous, on a déjà fait des efforts. Depuis 2 ans, moi, j'ai économisé 250 millions d'euros de dotation de fonctionnement. Je ne suis pas sûre que la préfecture de région ait fait la même chose. Autre mesure très contestée, la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers, car elle représente un manque à gagner pour les villes de 8,5 milliards d'euros. Emmanuel Macron a promis une compensation à l'euro près, mais les inquiétudes persistent. Vous ne pouvez pas trouver un élu local de responsable, de sérieux, ayant des difficultés à gérer son budget, qui sera favorable à la suppression d'un impôt qui lui permet d'avoir un lien direct avec ses citoyens, de financer ses services publics. Pour obtenir des garanties, le président du Sénat et les associations d'élus réclament une loi de finances pluriannuelle consacrée aux collectivités.
Et on ouvre le second débat de Sénat 360 consacré à ces économies réclamées aux collectivités avec mes invités. Marie-France Beaufils, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice communiste d'Indre-et-Loire. Face à vous, Éric Doligé, sénateur Les Républicains du Loiret. Bienvenue sur le plateau. Bonjour. Claude Raynal, sénateur socialiste de la Haute-Garonne. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Et enfin, Michel Amiel, sénateur La République En Marche des Bouches-du-Rhône. Bonjour. Alors, 10 milliards d'euros d'économies le matin, 13 milliards d'euros d'économies à la sortie. Michel Amiel, est-ce que c'était la bonne méthode pour finalement cajoler les élus locaux, cette augmentation finalement de l'effort demandé aux collectivités locales ? Je ne sais pas si c'est une façon de cajoler les élus locaux, certainement pas. Ça a au moins le mérite d'être clair. C'est-à-dire de partir sur des chiffres selon lesquels tout le monde doit partager cet effort. Tout le monde le dit, tout parti confondu depuis des années. Bon, c'est peut-être le moment, pas vous peut-être, c'est vrai, c'est peut-être le moment de le faire. Enfin, en tout cas, ça va dans l'esprit de ce que nous faisons. Alors, bien entendu, augmenter la liberté des collectivités locales. On n'a pas la langue de bois, surtout au Sénat. L'approche n'est pas tout à fait la même au Sénat qu'à l'Assemblée. Nous avons l'habitude, nous sommes tous issus des collectivités territoriales. Moi-même, je suis maire depuis plus de 15 ans. Ces choses-là, on les connaît dans le quotidien, dans le réel. Plus de liberté avec moins d'argent, on demande à voir. En marche, on accompagnera le président de la République avec en même temps un haut niveau d'exigence. De ce côté-là, les choses sont claires. Des économies, on a commencé à en faire dans nos collectivités, dans nos mairies, ne serait-ce que par la baisse des dotations globales de fonctionnement de l'État depuis un certain nombre d'années. Moi, par exemple, sur un budget de 30 millions d'euros, j'ai perdu en 4 ans 3 millions d'euros. C'est quand même une somme considérable. Nous avons l'habitude de cet exercice. Peut-être qu'on évoquera quelques pistes pour encore améliorer ces notions-là. Éric Doligé, justement, après tous ces efforts déjà effectués par les collectivités, c'est encore possible d'aller plus loin dans les pistes d'économie ? Ça va être extrêmement difficile, mais je voudrais revenir, là j'entendais M. Collomb qui disait on a découvert qu'il y avait 8 milliards de déficit supplémentaire et on est obligé de prendre 3 milliards de plus. Il ne l'a pas découvert, il le savait très bien. La Commission des finances, on le sait depuis longtemps, qu'il y a ce déficit latent. Alors ça va être très très difficile. Les collectivités ont, sur les dernières années, ça a été dit par mon voisin, ça a été dit par Valérie Pécresse il y a quelques instants et d'autres, ont fait des efforts considérables que l'État n'a pas fait. Et il y a un moment, on ne peut pas aller plus loin, sauf à réduire les investissements, et a priori, c'est quand même pas ce que l'on peut souhaiter au niveau national pour relancer la machine, et puis sauf à baisser la qualité des services. Et la qualité des services va en pâtir, ou alors l'augmentation des tarifs dans les cantines ou ailleurs, ce qui n'est pas souhaité par les élus. Donc on va obtenir le contraire de ce que l'on souhaite au niveau des collectivités, des tarifs plus élevés, des impôts qui vont probablement grimper et une difficulté à gérer les services publics. Claude Raynal, cette augmentation des efforts demandés aux collectivités, c'est la faute du quinquennat précédent, dit l'actuelle majorité à l'Assemblée nationale. Non, mais je suis très surpris, d'abord parce que le président de la République en faisait partie, donc c'est toujours une espèce d'auto-évaluation d'une certaine façon. D'autre part, on sait bien aussi à la Commission des finances qu'au mois de mai-juin, on a chaque année à revoir le budget et à affiner et à trouver des solutions. Lorsqu'on a pris les affaires en 2012, il y avait la Cour des comptes parlait également de 8 milliards de manque. Bon, donc c'est régulièrement chaque année qu'il y a une révision à mi-année qui permet de passer. Voilà, d'ailleurs, vous avez pu constater qu'en l'espace de 15 jours, les solutions étaient trouvées. Marie-France Beaufils, finalement, entre les deux quinquennats, c'est encore les collectivités qui vont être mises à contribution ? C'est à nouveau les collectivités qui sont mises à contribution et sur une base qui ne me semble pas juste dans la mesure où les collectivités sont obligées de voter leur budget en équilibre. Donc ça veut dire qu'elles ont quand même créé les conditions de faire en sorte qu'elles ne soient pas en déficit. Donc on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir essayé de couvrir leur budget. D'autre part, je rappelle quand même que les plus de 10 milliards d'euros du précédent quinquennat ont déjà été lourdes. Bon, pour une ville comme la mienne, c'est 3,5 millions d'euros que j'ai en moins dans mon budget, avec une population fortement impactée par les difficultés sociales dans ce domaine. Et ce qui me soucie le plus, c'est qu'on
porte cette nécessité de réduction et d'effort de la part des collectivités territoriales sur le fait que la dépense publique serait beaucoup trop importante et qu'il faudrait la réduire. Mais qu'est-ce que c'est la dépense publique? Ce sont des services à la population. Vous prenez, aujourd'hui on nous dit il faut passer dans les zones d'éducation prioritaire à des cours préparatoires éclatés en deux. Ça veut dire qu'il faut des lieux supplémentaires pour pouvoir accueillir des enfants. Moi, j'ai 2 zones d'éducation prioritaire où il faut que j'augmente le nombre de classes pour pouvoir répondre. C'est aussi les ATSEM pour les enfants dans les écoles maternelles. C'est aussi les centres de loisirs. Et tout ça, si vous voulez que la population la plus modeste puisse s'en saisir, c'est la nécessité de faire des services en fonction du quotient familial. Si vous êtes obligé d'augmenter le tarif à la population, il est clair que ce sont les plus modestes qui vont encore en subir les conséquences, alors que l'on nous dit que l'effort de réduction qui est demandé aux collectivités locales par les 13 milliards, excusez-moi, j'en étais encore resté aux 10, et avec la suppression de la taxe d'habitation, on nous laisse supposer que ça serait de redonner du pouvoir d'achat aux habitants. Ce n'est pas leur redonner le pouvoir d'achat, c'est laisser penser qu'on leur redonne du pouvoir d'achat, mais en même temps, de l'autre côté, leur réduire une part de leur pouvoir d'achat parce qu'on n'aura plus des services à disposition dans de bonnes conditions. Michel Amiel, une des pistes d'économie qui a été définie, tracée par le chef de l'État, c'est aussi sur le nombre de fonctionnaires dans les collectivités, la fonction publique territoriale. Là-dedans, il y a encore des économies à faire. Alors, on va être clair. Au niveau d'une collectivité locale, au niveau de la mairie, comme le disait ma collègue, le plus important des dépenses, c'est effectivement la masse salariale. Alors, il ne faut pas la pointer trop vite du doigt, comme elle l'a rappelé, effectivement. La masse salariale qui est importante, parfois trop importante par rapport à des ratios qui sont calculés selon des critères que l'on connaît, c'est le service rendu à la population, c'est le service public, c'est le service au public. On peut cependant, me semble-t-il, faire des économies. Je reprends l'exemple de la ville dont je suis maire, 20 000 habitants, en gros 30 millions de budget. Nous avons fait des économies, alors, dans 2 directions. Ça peut en choquer certains, mais je vous dis ce qu'on a fait. D'abord, se battre contre l'absentéisme, qui est quand même une plaie de la fonction publique, pas seulement territoriale. On le retrouve au niveau de la fonction hospitalière. Alors après, chacun y va de son analyse, et je respecte toutes les analyses. Mais c'est quand même une plaie, et ça a un coût extrêmement important. Dans le cas de la ville, qui me concerne, 2 millions. Deuxième piste, pour ne pas être trop long, faire respecter tout simplement les 35 heures. Le président l'a rappelé dans son intervention hier, il y a bien des endroits, bien des villes où les 35 heures ne sont pas respectées depuis fort longtemps, depuis que la loi existe. Nous, cette chose-là, on l'a mis à plat il y a quelques mois, non sans quelques difficultés. Éric Doligé, moins de fonctionnaires territoriaux, finalement c'était aussi une des pistes évoquées par votre candidat François Fillon pendant la présidentielle, donc là-dessus vous êtes d'accord ? Non, mais on peut toujours progresser. Quand vous dépensez 100 milliards, vous en prenez 10, il en reste 90, vous avez fait un effort important de 10%. C'est ce qu'on a fait. Quand on vous en reprend 13 sur 90, vous arrivez à 77. Ça commence à devenir sérieux et on arrive, comme on dit, à l'os. C'est-à-dire qu'on n'a plus beaucoup de solutions pour continuer à baisser les dépenses. Donc en réalité, bien sûr, il y a toujours des petites économies à faire, mais entre, je dirais, les petites économies à faire qu'on est en capacité de faire. D'ailleurs, hier, M. Macron, c'était intéressant, nous a dit, écoutez, je vais vous donner toutes les pistes d'économie possibles, vous vous regroupez tous, vous trouvez telle ou telle solution, je vous propose tout ça. Maintenant que je vous l'ai proposé, vous allez le faire. Et donc, vous allez économiser 13 milliards. Je n'ai pas besoin de vous les prélever. C'est tellement facile d'économiser 13 milliards, sauf que l'État n'est pas en capacité de le faire. Alors, bien sûr qu'il y a de ci, de là des améliorations à faire. Et on l'a déjà fait. On fait beaucoup d'efforts. Mais on ne sent pas, en parallèle, le même effort de la part de l'État. Puis juste une petite réflexion que j'avais là à l'instant. Je me disais, finalement, de passer 10 à 13 milliards, c'est 3 milliards de plus. C'est Areva, quoi, en gros. Donc il faudrait peut-être penser aussi, pour ceux qui gèrent les sociétés publiques, que de temps en temps, quand ils font des erreurs colossales, c'est les collectivités qui trinquent et c'est les citoyens qui trinquent. Claude Raynal, une des mesures qui provoque une levée de bouclier, c'est la taxe d'habitation, sa suppression pour 80% des ménages. Ça, pour les finances des communes, ça va être très difficile à encaisser. Il y a plusieurs aspects.
Si la question c'est de savoir si la taxe d'habitation est un mauvais impôt ou un impôt en tout cas qui pose un certain nombre de difficultés d'une ville à l'autre, etc., la réponse est oui. Il y a une difficulté, elle a été pointée du doigt depuis bien longtemps. Les sujets me paraissent de deux ordres. Le premier, c'est effectivement comment se fait la compensation. Et bien entendu, il est hors de question qu'il y ait une compensation telle qu'on les a connues traditionnellement, c'est-à-dire remboursement, comme dit le président, à l'euro, et puis au fil du temps, une dégradation de cette compensation. Alors ça, aucun élu ne veut en entendre parler, je peux vous le dire avec grande clarté. Si par contre, le président l'a évoqué d'une formule pour l'instant, c'est retrouver un impôt dynamique qui remplacerait la taxe d'habitation. Là, on peut discuter. Il a évoqué une part d'impôt national, une part éventuelle de la CSG. Tout ceci peut se regarder. Mais je voudrais aussi pointer du doigt le fait que cette mesure est censée concerner 80% aujourd'hui des familles et quand même qu'il me semble qu'il faut pointer le fait qu'il y a un petit risque constitutionnel sur cette mesure, car ce sera une taxe qui va finalement être payée que par 20% des habitants. On peut se demander si quand même, du point de vue du regard sur l'impôt, de l'égalité devant l'impôt, il n'y a pas un problème. Lorsqu'on est sur quelque chose de minoritaire en termes d'annulation, c'est tout à fait admis par le Conseil constitutionnel. Lorsqu'on est à 80%, on peut se demander si à terme... Il vaudrait mieux la supprimer ? Non, pas s'il vaudrait mieux, mais s'il ne va pas falloir la supprimer dès l'instant où on y touche. De cette façon-là, on verra ce que le Conseil constitutionnel en dira lorsqu'il sera saisi. Marie-France Beaufils, remplacer cette taxe d'habitation par une autre part d'impôt national qui serait reversée aux collectivités, c'est une bonne idée ? L'idée d'avoir un impôt national qui vienne participer au financement des collectivités locales est une question qu'on a soulevée, nous, il y a déjà maintenant un certain nombre d'années, sauf que les propositions que nous avions faites ne sont pas du même type que celles qui ont été faites par le président. Nous avions proposé que l'on taxe ce que l'on appelle les actifs financiers, qui sont des éléments qui, au niveau des sociétés, aujourd'hui, ne sont pas utilisés dans l'investissement dans l'entreprise, et sur lesquels on a des sommes absolument énormes et qui peuvent être taxées à des taux très très bas, puisqu'on avait proposé 0,3%, ce qui rapporte environ 27 milliards. Donc c'est un impôt national qui peut se concevoir. Mais après, c'est une question de répartition entre tous. Là où je rejoins complètement mon collègue, c'est que en ce qui concerne la taxe d'habitation, aujourd'hui, si 80% des ménages en sont exonérés, ça veut dire que quelque part, dans son calcul, elle nous pose un véritable problème. Alors, un problème au niveau des bases, mais un problème aussi parce que, et les gouvernements successifs l'avaient bien reconnu, elle n'est pas du tout attachée aux revenus des habitants et qu'elle pèse donc beaucoup plus lourd sur les plus modestes par rapport aux autres. Mais la solution qui pour le moment est préconisée ne va pas dans un sens qui permette, y compris, de sensibiliser les habitants des collectivités pour qu'ils comprennent que des services ne peuvent être mis à leur disposition que si la collectivité a des ressources pour pouvoir les mettre en place. Michel Amiel, justement, est-ce que ça coupe le lien entre le maire, finalement, qui avait la main sur cette taxe d'habitation, pouvait décider de l'augmenter, et la population, finalement, qui avait des services en échange ? Là où je rejoins ma collègue, c'est sur les difficultés d'ordre pédagogique. Tout ça est quand même difficile à expliquer. Ce qui est certain, et apparemment tout le monde est d'accord autour de cette table pour le dire, c'est que la taxe d'habitation est un impôt injuste. Impôt injuste sur un plan social, impôt injuste sur un plan territorial. Tout le monde le dit depuis des années et des années. Alors, je ne sais pas si c'est le grand soir de la réforme de la fiscalité locale, en tout cas, on peut le souhaiter. Le président le rappelait hier, ne serait-ce que par exemple, par rapport au calcul des bases fiscales. Ça fait combien qu'on travaille là-dessus ? 30 ans ? Et rien ne bouge. Elle date de 44 ans. Alors voilà. Et on commence, mais enfin on n'allait pas forcément la modifier tout de suite après. Donc disons depuis 30 ans, on dit il faut que les choses changent et rien ne change. Et puis, comme l'a rappelé Macron, il n'est pas certain d'ailleurs que si on changeait, ça satisferait tout le monde. Alors, on a un petit peu l'impression de dire que ce qui est annoncé aujourd'hui par le président de la République ne convient à personne, mais on se demande ce qui est proposé en opposition.
Alors, on ne touche pas à taxe d'habitation, très bien. Dotation globale de fonctionnement, il a dit, et je pense qu'il tiendra parole, qu'elle ne baissera plus. Bien heureusement qu'on participe d'un effort collectif. Je le disais à mon collègue, c'est de 8, on est passé à 13, c'est vrai. Sauf erreur de ma part, François Fillon, dans son programme, parlait de 20. Jusqu'après, à ce que ça passe dans les fourches codines de François Barouin, président de l'Association des maires de France, pour le ramener à 10. Il faut bien réduire ce déficit, et ça, il me semble quand même que tout le monde est d'accord pour le dire. Il faut trouver des méthodes, elles ne sont pas populaires. Le président a eu au moins la franchise de le dire, y compris dans une période où on rentre en période électorale pour les sénatoriales. Éric Doligé, il va falloir un big bang fiscal pour les collectivités, revoir finalement cette fiscalité locale de fond en comble ? Il faudra certainement revoir la fiscalité locale. Le problème, c'est qu'il faut que les collectivités puissent maîtriser une partie de leur fiscalité. Si on fait un impôt national, comme on commençait à le dire il y a quelques instants suite aux interventions du président Macron hier, les collectivités n'auront pratiquement plus aucune ressource directe. Donc à la limite, on pourra supprimer les collectivités et gérer de Paris en distribuant comme on le veut les ressources locales sans tenir compte de la réalité du terrain. Et puis les habitants n'auront plus de relation avec leurs élus locaux. D'ailleurs, le Premier ministre, plutôt le Président de la République, a dit hier clairement qu'il allait diminuer de façon sensible le nombre d'élus. Et quand je parle des élus, c'était les élus dans les communes. Donc c'est un vrai sujet. D'un autre côté, vous disiez, tout le monde dit c'est un impôt injuste. Oui, c'est un impôt injuste. Mais est-ce que la taxe d'habitation est injuste? Mais est-ce que le foncier bâti est juste? Est-ce que le foncier non bâti est juste? Donc on ne parle que d'un et pas des autres, ce qui veut dire qu'on va en arriver aux autres et que finalement, on va ne maîtriser aucune fiscalité sur nos territoires. Donc les maires n'auront plus aucun moyen de gérer leur commune comme ils le souhaitent et ils dépendront du bon vouloir de l'État en fonction de ses capacités pécuniaires, ce qui n'est pas normal. Claude Raynal, par rapport au quinquennat précédent, au moins, là, il y a cette conférence nationale des territoires, il y a un dialogue qui est instauré, ce n'est pas une baisse unilatérale de la dotation de fonctionnement pour les collectivités. C'est curieux, il me semble qu'il y a les deux idées à la fois dans votre propos, vous voyez. Il y a effectivement, il faut reconnaître que cette idée de conférence territoriale, si dans le temps, tous les 6 mois, elle se perpétue avec une qualité de proposition et de dialogue, il n'y a rien à dire, c'est une amélioration par rapport au quinquennat passé, nous en prenons acte. Par contre, démarrer la même conférence des territoires en disant, écoutez, on va dialoguer, on va discuter, et puis en même temps dire, on va commencer par vous mettre 13 milliards de baisse des dotations, c'est pas tout à fait dans le même sens. Donc reconnaissons qu'il y a là une difficulté. Nous aurions préféré d'abord discuter en disant en 2018 pas de baisse supplémentaire, discutons et puis voyons ce qu'il y a à faire. D'ailleurs, si vous me permettez cette incise, on nous parle de quoi? On nous parle de 10, maintenant 13 milliards pour restaurer les comptes publics. Et par ailleurs, on promeut la la suppression de la taxe d'habitation pour 80% pour 9 milliards aujourd'hui. Donc, d'une certaine façon, on nous prend 10 à 13 milliards pour financer les 9 milliards, tout simplement. Ou dit autrement, il n'y avait peut-être pas besoin des 10 à 13 milliards pour restaurer les comptes publics. Marie-France Beaufils, sur la méthode, c'est un vrai dialogue ou finalement tout est déjà décidé? Écoutez, le président de la République nous a donné l'impression qu'il avait quand même un objectif très clair et qui nous demandait de nous inscrire dans cet objectif. Il ne nous a pas laissé la liberté, pour le moment, de faire d'autres propositions. Il nous dit en clair, discutons de la façon dont vous allez pouvoir réduire de 13 milliards. Enfin, c'est en tout cas la façon dont je l'ai compris, ce qui ne me semble pas être tout à fait la démarche démocratique que moi je pense souhaitable. On avait essayé avec le comité des finances locales, au sein de la commission des finances, d'élaborer des réflexions sur une autre façon de concevoir l'évolution des finances des collectivités territoriales. Et je pense que ça aurait été intéressant de poursuivre dans ce sens. D'autre part, au niveau de la première partie de cette conférence qui s'est tenue le matin avec le Premier ministre, la représentation n'est pas aussi diverse qu'elle aurait pu être dans ce domaine. Et je voudrais dire également que la question qui nous est posée, c'est pourquoi on demande 13 milliards aux collectivités territoriales, alors que quand on regarde le budget de la nation,
il y a quand même des sommes énormes qui vont venir impacter le budget. Moi, je voudrais reprendre une dépense qui s'appelle le crédit d'impôt compétitivité emploi. Dans le budget 2018, ça va être 5 milliards et demi de plus. Vous dites c'est ailleurs que sur les collectivités qu'il faudrait prendre cet argent. À partir du moment où le CICE n'a pas fait sa démonstration de son efficacité, je ne vois pas pourquoi c'est à nous qu'on le demande, alors que les services publics ont été reconnus comme étant un élément qui permettait la cohésion sociale et qui surtout a permis de mieux traiter la crise au moment de 2008. On va revenir maintenant sur une des autres annonces du président de la République. Éric Doligé, vous l'avez évoqué, la réduction du nombre d'élus locaux comme pour les parlementaires. Nous allons justement sur cette question écouter la réaction de Gérard Larcher, le président du Sénat, invité ce matin sur BFM TV RMC. Dans une commune de 150 ou 200 habitants, avoir 11 conseillers municipaux qui mettent la main au quotidien... C'est peut-être pas ceux-là qu'il faut supprimer. Non. Qui mettent la main au quotidien de la commune, où il n'y a même pas d'employés communaux. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt une espèce de filet qui tient la République? Alors je pense que le président de la République réfléchissait aux conseillers départementaux, conseillers régionaux, à l'importance d'un certain nombre de collèges d'élus dans les métropoles. Mais comment fait-on le lien entre communes et métropoles? Tous ces sujets ne sont pas des sujets médiocres. Ils méritent d'être analysés, mais ça ne peut pas se faire uniquement sur un coup de menton ou sur un discours à l'occasion d'une conférence. Il faut regarder les choses très concrètement. La chance de la France, c'est sa trame de 550 000 élus locaux. Michel Amiel, vous êtes un des représentants d'En Marche au Sénat. Il y a trop d'élus locaux en France ? Je vais vous répondre peut-être un petit peu à côté. Je pense qu'on peut travailler avec des équipes plus resserrées en termes de nombre d'élus. Je le pense très clairement. Pour être moi-même maire depuis presque 20 ans et avoir été conseiller général à peu près la même durée, on a doublé le nombre de conseillers généraux au titre de la parité. Il y a bien des pays où la démocratie fonctionne. Je ne pense pas qu'en Grande-Bretagne, la démocratie soit moins bien portée avec infiniment moins d'élus. Mais la vraie question, c'est peut-être le nombre de communes. Alors je sais que c'est un sujet tabou, mais est-ce que une commune qui a 50, 100, 200, 300 habitants peut aujourd'hui fonctionner ? Alors, le président Larcher le disait, bien évidemment, dans ces cas-là, le maire lui-même, il est à la fois maire, directeur général des services, directeur des services techniques, cantonnier en chef, on sait comment ça fonctionne. Et je dois saluer d'ailleurs vraiment le travail fait par les maires des petites communes à petit budget. Je n'ai pas dit des petites villes, petites communes en nombre d'habitants et à petit budget. Mais je pense qu'on peut travailler avec des équipes plus resserrées. Oui. Éric Doligé, sur cette question, trop d'élus ou peut-être des strates en trop? Peut-être que c'est l'intercommunalité qui doit gérer certaines Je crois d'abord deux précisions. Le président Macron a dit qu'il y aura moins d'élus locaux, mais ils seront mieux rémunérés. Bon, donc ça sera intéressant. C'est pas une économie. Non, mais ce serait intéressant de voir comment, parce qu'en réalité, sur les 500 000, il y en a peut-être 50 000 qui touchent une indemnité, et souvent, c'est une indemnité de poche, c'est quelques 100 € ou 200 € selon les collectivités. Donc c'est la première remarque que je me permets de faire. Ensuite, mon collègue disait, on a doublé le nombre de conseillers généraux. Non, il y avait 6 000 conseillers généraux à peu près avant la réforme. Conseiller territorial, on voulait le ramener à 4 000, puis on doit passer de 6 000 à 6 100. Enfin bon, bref, c'est vraiment un détail d'une centaine de conseillers départementaux de plus avec la réforme. Donc là, on veut vraiment toucher aux conseillers municipaux. Le président Larcher a répondu clairement. Je crois que la liaison du civisme sur le plan local, et on se plaint tous des difficultés en matière de civisme, quand vous avez dans une commune de 6 ou 7 000 habitants, 20 ou 9 conseillers municipaux avec un bénévolat considérable pour s'occuper des quartiers, des difficultés, des jeunes en errance, etc. C'est un maillon essentiel, on l'a bien compris dans votre discours. Il ne faut pas les réduire. C'est un sujet sur lequel nous aurons évidemment l'occasion de revenir. C'est déjà malheureusement la fin de ce débat. Maintenant, je vous propose, puisque le Sénat examinera la semaine prochaine le projet de loi d'habilitation permettant au gouvernement de réformer par ordonnance le code
Code du travail, d'écouter la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui est actuellement auditionnée par la commission des lois du Sénat. Je vous propose de regarder les meilleurs extraits. Je pense que sur la méthode, on a choisi d'aller vite, le gouvernement a choisi d'aller vite. C'était annoncé dans la campagne présidentielle parce qu'il y a une forte attente dans notre pays qui s'est manifestée dans la campagne présidentielle et les législatives de transformation. On est dans le Code du travail en train de parler de sujets structurants qui ont des effets long terme. Et si j'ose dire, le long terme est assez urgent. Il faut s'y mettre tout de suite si on veut avoir un effet en profondeur. Les effets en profondeur de cette réforme, pas simplement du Code du travail, mais de l'ensemble des réformes que je vais rapidement survoler, c'est de libérer des énergies et d'une dynamique de création d'emplois dans les entreprises, tout en amenant des protections pour les salariés qui soient adaptées au monde d'aujourd'hui et de demain. Et donc, les ordonnances sont un mécanisme qui permet à la fois d'articuler de façon un peu inédite et qui n'a pas vocation à être répété sur chacun des sujets, une démocratie politique, parce que c'est une loi avec des amendements, avec des discussions, un débat, et une démocratie sociale qu'on a voulu renforcer à cette occasion-là, puisque le fond du sujet de cette loi, c'est de renforcer le dialogue social. Ça ne pouvait pas ne pas commencer par un très fort niveau de concertation avec les organisations patronales et syndicales. Si on ne s'applique pas nous-mêmes déjà dans la méthode, évidemment, il y a une petite contradiction. Et donc, le choix des ordonnances permet à la fois d'avoir cette, en partie, co-construction avec les partenaires sociaux et le Parlement. Et je pense que ça nous permettra, dans un délai qui au total est assez court, mais d'avoir eu quelque chose qui est consistant et qui a été concerté de façon intense. Pourquoi rénover le modèle social français et sur quel sujet le rénover ? Notre conviction, c'est que notre modèle social a des valeurs profondes qui ont fondé toute l'histoire sociale et économique de la France depuis 70 ans et que ces valeurs sont bonnes. Et donc d'ailleurs, on confirmera le principe dans la loi du socle fondamentaux des droits. On ne remet pas ça en cause. En revanche, d'une part, la société a évolué sur le plan économique et social, j'y reviendrai, et d'autre part, on a aussi surchargé au niveau de la loi beaucoup de sujets sur lesquels on va dans un détail dans la loi qui finalement freine le dialogue social parce que le dialogue social dans la branche et l'entreprise devient très formel si tout est déjà précisé de façon extrêmement détaillée dans la loi. Donc les principes sont un socle auquel nous tenons, mais nous pensons qu'il y a la place pour plus de dialogue social réel, tant au niveau des branches que des entreprises. Pourquoi il faut changer par rapport aux évolutions du monde ? Je pense que le Code du travail actuel prend mal en compte, et notre dialogue social prend insuffisamment en compte, d'une part, l'internationalisation de l'économie, donc les chaînes de valeur mondialisées, d'autre part, les mutations technologiques immenses, pas simplement qu'on a déjà vécues, mais qui arrivent devant nous. Beaucoup d'études le montrent, mais en deux mots, juste pour citer l'OCDE, d'ici 10 ans, 10% des emplois devraient être détruits par la robotisation et la numérisation, 10 à 20% devraient être créés et 50% profondément transformés. En clair, notre marché du travail, de l'emploi et de la formation va profondément évoluer. Soit on subit, et il y aura tant pour les entreprises que pour les salariés, d'énormes problèmes d'adaptation et plutôt des PME et des salariés qui subiront, soit on anticipe et on se donne un cadre qui permet d'appréhender avec confiance, parce que la France a beaucoup d'atouts sur ce sujet, technologie, qualification, productivité, le futur. Donc c'est pour ça que ces deux aspects, internationalisation et nouvelles technologies, sont essentiels dans notre conception du modèle social de demain. Mais il y a un troisième aspect, c'est que les aspirations des salariés ont beaucoup évolué les 20 dernières années. Il y a un effet générationnel, mais pas que, parce qu'on voit maintenant les mêmes aspirations chez les salariés qui ont 40, 50 ans, c'est une évolution de la société. Et notamment, il y a une demande d'être beaucoup plus partie prenante de sa propre formation, de son évolution de carrière, de son équilibre vie professionnelle, vie personnelle. J'y reviendrai, c'est une des raisons pour lesquelles le télétravail a un tel engouement, notamment. Donc il faut aussi tenir compte de ces évolutions. Le cadre dans lequel on s'inscrit cette réforme, ce n'est pas seulement une réforme du Code du travail. Nous considérons qu'il y a 6 volets qui vont de pair et qui doivent tous se dérouler dans les 18 premiers mois de ce gouvernement. Le premier, c'est le Code du travail.
Le deuxième, c'est l'assurance chômage. Vous avez vu, c'était dans la campagne présidentielle, que nous souhaitons élargir le champ de l'assurance chômage, ce qui veut dire aussi transformer l'assurance chômage, pour que le filet de sécurité qu'elle représente puisse aussi s'adresser à d'autres populations. Je pense notamment aux indépendants ou, dans certains cas, aux démissionnaires, dans le cadre d'une certaine liberté de carrière. Pourquoi c'est important? Parce que toutes nos protections sont organisées depuis des décennies sous forme de statut. Les protections sont liées à des statuts, ce qui était très bien au moment où on avait un emploi à vie dans la même grande entreprise sous la même forme. Aujourd'hui, c'est devenu un cas marginal et on ne va pas revenir vers ce modèle-là. Donc aujourd'hui, beaucoup déjà, et plus demain encore, certaines personnes pourront être salariées un jour, micro-entrepreneurs un autre, travailler dans un grand groupe un troisième, voire fonctionnaire un quatrième. Et donc, si les filets de sécurité sont par statut, ça veut dire que beaucoup d'actifs tombent un peu dans les trous entre les protections de statut, et donc il faut arriver à une protection à la personne et avec des droits transportables. C'est le même sujet qu'il y a eu lorsque vous avez travaillé sur le compte personnalité de formation, qui va dans le bon sens. Peut-être qu'il faut l'améliorer, aller plus loin, ça on le verra, mais en tout cas il va dans ce même sens. Et donc le sujet de l'assurance chômage, qui est le deuxième sujet important. Le troisième, c'est la formation professionnelle. Là non plus, je ne rentre pas dans les détails, mais nous pensons que c'est un sujet sur lequel il y a eu des réformes utiles, qui vont dans le bon sens, mais qu'il y a encore à faire pour que par rapport aux défis que j'évoquais tout à l'heure sur la transformation des emplois et des métiers, nos dispositifs, qu'ils soient partenaires sociaux, État ou régions, ensemble permettent une meilleure réponse qu'aujourd'hui à l'ensemble de ces défis. Le quatrième sujet, c'est sur l'apprentissage. Je crois qu'il y a consensus sur le fait qu'il faut pouvoir développer l'apprentissage. Nous n'avons que 400 000 jeunes en apprentissage. C'est franchement la voie la plus importante de professionnalisation qu'il faut développer. Et donc ça sera un de nos programmes prioritaires. Cinquième sujet, le sujet des retraites, qui sera porté par ma collègue Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Donc là aussi, je ne rentre pas dans les détails, qui est un projet de réforme important. Et puis le pouvoir d'achat, puisque finalement le but principal de la suppression de la cotisation d'assurance chômage des salariés au 1er janvier de l'année prochaine, c'est d'apporter 2,4% de pouvoir d'achat aux salariés. Donc cet ensemble de mesures, Code du travail, assurance chômage, formation professionnelle, apprentissage, retraite et pouvoir d'achat, c'est un ensemble qui vise à libérer du point de vue économique beaucoup d'initiatives et donc de la création d'emplois in fine, mais aussi d'amener des protections dans la sécurisation des parcours qui soient adaptés au monde d'aujourd'hui et de demain et pas au monde d'hier. Il y a deux principaux sujets pour renforcer le dialogue social en entreprise, le sujet de la fusion des instances d'information-consultation et le sujet de la représentation des représentants du personnel et du dialogue social dans les entreprises de taille petite et moyenne. Pourquoi ces deux sujets? Le premier, on est un des très rares pays au monde à avoir 4 modes de représentation des salariés auprès de l'employeur. Donc 3 d'information-consultation, le délégué du personnel, enfin vous connaissez ça par cœur, le CHSCT et le comité d'entreprise, et 1 de négociation qui sont les délégués syndicaux. Quel est l'inconvénient d'avoir 4 instances? Le premier évident, c'est la complexité, la réunionite et le fait qu'il y ait des doublons, enfin c'est assez évident. Mais c'est plus qu'une simplification. La nature du dialogue, là c'est l'expérience qui parle en plus, la nature du dialogue est un peu faussée par le fait qu'il y a une instance, un moment, un endroit et des interlocuteurs avec qui on discute marge des affaires, organisation, développement économique de l'entreprise, et puis d'autres instances, une autre instance où on parle conditions de travail, sécurité, santé, comme si ça n'avait aucun rapport, et un troisième lieu où on parle des problèmes du quotidien, comme si aussi ils n'avaient aucun rapport. Je pense que l'intérêt de fusionner, c'est d'avoir une vision tant du côté employeur que salarié, où on discute les articulations entre l'économique et le social, on a la vue d'ensemble, on peut parler de la stratégie d'entreprise comme des conditions de travail et comme du quotidien. C'est ça l'enjeu de cette fusion. Il faut évidemment des précautions pour que aucune des compétences ne soit perdue en cours de route, notamment celles du CHSCT qui sont très importantes. Donc évidemment, toutes les compétences du CHSCT seront transférées à ce qu'on envisage d'appeler le Conseil économique et social, le Comité économique et social de l'entreprise. Ensuite, que faire avec l'instance de négociation? Nous considérons que
Aujourd'hui, il ne serait pas pertinent de fusionner, j'allais dire d'office, l'instance de négociation et celle d'information-consultation. Toute notre histoire sociale n'est pas là, ne va pas dans ce sens-là aujourd'hui. En revanche, il y a des entreprises et des organisations syndicales qui sont prêtes, dans certaines entreprises, à expérimenter quelque chose qui va plus loin, où la même instance, à l'instar de ce qui fait en gros dans l'Europe du Nord, à peu près partout, peut à la fois être informée, consulter et négocier. Voilà pour les instants choisis de cette audition de la ministre du Travail devant la Commission des Affaires sociales du Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les chaînes parlementaires et à demain.